Quand on pense à date Tinder, on pense à galère. Parfois, c'est bien pire que ça. Cette histoire incroyable mais vraie montre comment une simple soirée peut se transformer en un véritable cauchemar. Une piqûre de rappel essentielle pour tous ceux qui utilisent les applis de rencontre. Angelina, franchement, elle en a marre des applis de rencontre. Ça fait des mois qu'elle enchaîne les dates foireux, les mecs lourds, les plans galères. Elle se dit qu'elle ferait mieux de rester chez elle avec son chat et une bonne pizza. Mais bon, elle a une copine qui lui a dit « Allez Angelina, faut pas désespérer, le prince charmant existe peut-être sur Tinder. » Alors elle se dit « Allez, une petite dernière soirée à swipe et après j'arrête. » Et là, justement, elle tombe sur Julien. Le mec a l'air normal, des photos pas trop retouchées selon elle. Une bio qui dit qu'il aime les mêmes séries qu'elle. Il match, ça papote quelques jours, des messages rigolos, des points communs, tout ça vous voyez le genre quoi. Et puis Julien l'invite à dîner dans un resto branché du centre-ville. Angelina se dit allez, pourquoi pas après tout hein. Le jour J, Angelina se fait belle, elle met sa petite robe noire, celle qui lui fait des jambes de folie, selon elle hein, je peux pas les voir. Elle se maquille un peu plus que d'habitude, elle se dit c'est peut-être le bon, on sait jamais. Arrivé au resto, Julien est déjà installé à une table au fond de la salle. Mais le truc c'est qu'il est scotché à son téléphone. Genre il lui dit à peine bonjour, un petit salut vite fait. Et il continue à pianoter sur son téléphone. Angelina elle est déjà un petit peu refroidie. Elle se dit bah super hein, le mec il est déjà sur son téléphone, ça promet. Mais bon, elle s'assoit et elle se dit bon peut-être qu'il est un peu timide, hein, il est peut-être stressé, on sait jamais quoi. Elle essaye de lancer la conversation, elle lui demande comment s'est passée sa journée mais il répond à moitié, les yeux toujours rivés sur l'écran. Bon, le dîner commence et franchement, c'est pas la joie. Angelina essaye de détendre l'atmosphère. Elle lui pose des questions sur son boulot, sur ses passions. Mais Julien répond par monosyllabe. Toujours les yeux sur son fichu téléphone. Genre il tape des messages à toute vitesse. Il sourit parfois à l'écran, mais il regarde presque jamais Angelina dans les yeux. Elle se dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'aurais dû rester avec mon chat devant Netflix. Au moins lui, il me regarde quand je lui parle. Elle a envie de se lever et de se barrer. Mais elle se dit que ça serait quand même un peu impoli. Et puis au fond, elle est un peu curieuse de savoir ce qui se passe avec ce mec. Au bout d'un moment, Angelina n'en peut plus. Il a encore une notification qui s'affiche sur son écran. Il la regarde et il se met à rire tout seul. Là, Angelina craque. Dis-moi, c'est qui t'envoie autant de messages? Elle essaye de le dire hein, sur un petit ton léger, mais on sent quand même une pointe d'agacement dans sa voix. Julien sursaute comme s'il avait été pris en flagrant délit. Il range son téléphone à la hâte et il bredouille. Oh, c'est mon frère, hein, il a des problèmes en ce moment, tu vois le genre? Il a l'air super mal à l'aise et il évite le regard de Angelina. Elle le fixe un peu sceptique. Des problèmes? Genre quoi? Elle a pas envie d'insister, mais son intuition lui dit qu'il y a un truc qui cloche. Julien il se tortille sur sa chaise. Rien de grave, t'inquiète, c'est des histoires de famille, tu connais ça? Il essaye de sourire, mais ça fait un peu sourire forcé. Angelina le regarde, elle a un mauvais pressentiment qui commence à se dégager. Elle se dit que ce mec n'est pas net. Mais bon, elle se dit aussi qu'elle doit pas juger trop vite. Peut-être que son frère a vraiment des soucis. Elle décide de laisser tomber la conversation sur les SMS, mais elle reste sur ses gardes. L'ambiance est devenue bizarre, tendue. Ils continuent à dîner, mais il n'y a plus la même légèreté qu'au début. Angelina a juste hâte que ce date se termine. Le dîner se termine justement enfin et franchement, Angelina, elle est soulagée. La bouffe, en plus, elle était pas terrible, l'ambiance était glaciale et Julien n'a pas décroché de son téléphone une seule seconde. Façon de parler quand même. Elle se dit que c'est clair et net, c'est son pire date Tinder de tous les temps. Et pourtant, elle en a eu quelques-uns bien foireux. Quand l'addition arrive, Julien propose de partager. Angelina accepte, histoire de pas faire de vagues. Ils payent chacun leur part et Angelina se lève la première, impatiente de se barrer. Bon bah, c'était sympa, dit Julien sans vraiment la regarder. Ouais, super, répond Angelina avec un petit sourire crispé. Elle a juste envie de dire non, c'était nul à chier. Mais elle se retient par politesse. Julien propose de la raccompagner en voiture. Ma voiture est juste là devant. Angelina hésite une seconde. L'idée de monter dans la voiture avec ce type ne l'enchante pas vraiment. Elle sent toujours ce truc bizarre avec lui. Non, c'est bon, merci. J'habite pas loin et puis ça me fera marcher un peu pour digérer. Bon, Julien n'insiste pas, il a l'air même plutôt content qu'elle refuse. Ok, comme tu veux. Bah à la prochaine, hein? Angelina, elle hoche la tête sans conviction et elle sort du restaurant. Elle respire un grand coup l'air frais du soir. Ça fait du bien de se retrouver seule.
Elle met ses écouteurs, lance sa playlist préférée et commence à marcher en direction de chez elle. Au bout de quelques minutes, elle remarque une voiture qui roule lentement derrière elle. C'est une berline noire, un peu banale. Elle se dit que c'est sûrement quelqu'un qui cherche son chemin ou qui attend quelqu'un. Franchement, elle s'en fait pas trop. Mais la voiture continue de la suivre, à la même allure, en gardant toujours la même distance. Angelina commence à trouver ça étrange. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule, la voiture est toujours là. Elle se dit que c'est une coïncidence, sûrement, il y a plein de voitures qui rentrent chez elle à cette heure-ci. Elle tourne à l'angle de sa rue et la voiture tourne aussi. Là, Angelina commence vraiment à flipper. C'est pas possible que ça soit une coïncidence. Quelqu'un la suit et là, clairement, ça devient flippant. Le cœur de Angelina commence à battre plus vite. Elle accélère le pas. Elle a l'impression que ses jambes sont en coton. Elle se dit qu'elle est peut-être parano, qu'elle se fait peut-être des films, mais cette sensation désagréable au creux de l'estomac lui dit de se méfier. Elle tourne brusquement dans une petite rue perpendiculaire, espérant semer la voiture. Elle marche vite, presque en courant, en jetant des coups d'œil furtifs derrière elle. La berline noire tourne aussi dans cette petite rue. Bon, là il n'y a plus de doute possible, clairement, elle est suivie. La peur commence à la gagner, elle se demande qui peut bien lui en vouloir. Elle repense à son date foireux avec Julien. Est-ce que ça pourrait être lui ? Mais pourquoi il ferait ça? Il avait l'air juste bizarre et scotché à son téléphone, mais en vrai, il avait pas l'air menaçant. Elle essaye de se calmer, de rationaliser. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite dans le coin et qui prend le même chemin qu'elle, même si c'est quand même très bizarre de rouler à cette vitesse-là, hein. Mais clairement, là, son instinct lui hurle de se méfier. Elle sent qu'il y a un danger imminent. Elle sort son téléphone de sa poche, ses mains tremblent un peu. Elle fait semblant de chercher un contact, puis elle met le téléphone contre son oreille, comme si elle était en pleine conversation. Allô? Ouais, c'est moi, je suis presque arrivé. Oui, tout va bien, j'arrive dans 5 minutes. Elle parle fort en espérant que la personne dans la voiture l'entende, mais elle n'a personne à appeler. Sa meilleure amie, Léa, est en voyage à l'autre bout du monde et sa mère dort sûrement déjà. Elle se sent seule et vulnérable, livrée à elle-même dans cette rue sombre. Elle continue de marcher rapidement, le téléphone toujours collé à son oreille, même si elle ne dit plus rien. Elle essaye de garder son calme, de ne pas paniquer, mais la peur monte en elle comme une vague. Elle a l'impression d'être une proie, et le prédateur est juste derrière elle dans cette voiture noire. Elle se demande ce qu'il lui veut. Est-ce qu'il veut lui voler son sac, lui faire du mal? En tout cas, cette idée la terrifie. Elle n'a qu'une hâte, c'est d'arriver chez elle et de se barricader à l'intérieur. Enfin, Angelina aperçoit les lumières de son immeuble au bout de la rue. Encore quelques mètres et elle sera en sécurité. Elle se dit qu'elle a eu la peur de sa vie, mais que finalement tout va bien se terminer. Mais au moment où elle arrive à quelques pas de son entrée, la voiture noire s'arrête brusquement sur le bas-côté. Juste derrière elle, Angelina se fige, son sang se glace, elle se retourne lentement, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. 2 hommes sortent de la voiture. Le premier est grand et costaud, avec une casquette vissée sur la tête. Le deuxième, quant à lui, Angelina écarquille les yeux, incrédule. C'est Julien, son date Tinder foireux. Un éclair de compréhension traverse l'esprit d'Angelina. Les SMS pendant le dîner, son insistance pour la raccompagner, la voiture qui la suivait, tout s'emboîte. C'était un piège. Julien et son pote se précipitent vers elle. Alors, on se fait la malle? La panique submerge Angelina. Elle hurle de toutes ses forces, un cri strident qui déchire le silence de la nuit. Elle n'a pas l'intention de se laisser faire sans se battre. Les 2 hommes essayent de la choper, de lui attraper les bras. Angelina se débat comme une furie. Elle donne des coups de pied, des coups de coude. Elle agrippe son sac à main et le balance de toutes ses forces sur la tête de Julien. Il lâche une bonne insulte et recule d'un pas, surpris par sa réaction. Son complice, quant à lui, essaye de la maîtriser. Mais Angelina est pleine d'adrénaline. Elle lui griffe le visage, lui marche sur les pieds. Elle est petite, mais elle est déterminée à ne pas se laisser emporter. La peur l'a transformée en une véritable petite tigresse. Angelina sent qu'elle arrive à se dégager de l'emprise des 2 hommes. L'adrénaline lui donne une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle profite de la surprise de Julien et de son complice pour se libérer. Sans réfléchir une seconde, elle se met à courir comme une ouf. Elle entend les voix des 2 hommes derrière elle qui hurlent et courent aussi. Mais attrape-la! Angelina n'ose pas regarder en arrière, elle court le plus vite possible. Elle ne sait pas où elle va, elle veut juste s'éloigner le plus possible de ces 2 types. Elle tourne à un coin de rue, puis à un autre, essayant de les semer. Mais elle entend toujours leurs pas derrière elle, de plus en plus proches. Elle a l'impression qu'ils vont la rattraper à tout moment. Ses yeux scrutent les alentours, à la recherche d'un endroit où se réfugier. Tout est fermé à cette heure tardive.
Les rues sont désertes, plongées dans le silence de la nuit. Elle se sent de plus en plus désespérée. Et puis, au loin, elle aperçoit une lumière. C'est une petite épicerie avec une enseigne lumineuse indiquant qu'elle est ouverte 24 heures sur 24. C'est sa seule chance. Sans hésiter, elle change de direction et court de toutes ses forces vers le magasin. C'est peut-être le seul endroit où elle pourra trouver de l'aide. Angelina déboule dans l'épicerie comme une furie. Le souffle coupé, le visage en sueur. Le gérant, le vieux monsieur avec sa moustache grise, sursaute derrière son comptoir. Il voit la terreur dans les yeux d'Angelina et comprend qu'il y a un problème. « Aidez-moi, ils veulent m'agresser !» Elle dit ça en pointant la porte d'une main tremblante. Le gérant, sans dire un mot, se baisse rapidement derrière le comptoir. Angelina, paniquée, se demande ce qu'il fait. Et là, le vieux se relève, mais cette fois, il tient dans ses mains une vieille carabine. Il a l'air plus surpris qu'effrayé. Mais son regard est sérieux. Julien et son complice qui étaient sur le point de franchir la porte s'arrêtent net en voyant l'arme. Leur visage se décompose instantanément. Ils avaient sûrement pas prévu ça. « Allez, barrez-vous de là, bande de petits cons, avant que je vous fasse une nouvelle coiffure !» Clairement, l'homme a l'air prêt de se servir de ce piou-piou. Il a le doigt sur la détente. Julien et son pote n'hésitent pas une seconde, la peur se lit clairement dans leurs yeux. Ils font demi-tour aussi vite qu'ils sont venus et se mettent à courir comme des lapins. Une fois qu'il est sûr qu'ils sont loin, le géant repose la carabine derrière le comptoir et prend son téléphone. « Ouais, police, je viens d'avoir une tentative d'agression devant mon magasin. 2 types ont essayé de s'en prendre à une femme qui s'est réfugiée ici. Ils ont pris la fuite quand je suis sorti avec mon arme. Dépêchez-vous, venez. Je sais pas s'ils vont revenir. » Le mec raccroche et se tourne vers Angelina qui est toujours sous le choc. « Ça va ma petite? Ils t'ont pas touché ?» Angelina hoche la tête pour dire que non. Elle est incapable de parler. Elle est encore tremblante. Elle ne sait pas ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas vu cette enseigne au loin et qu'elle avait pu courir jusque là-bas et se réfugier et que le gars ait porté, si je puis dire, ses cacahuètes. Qu'il est sorti son petit black. Et voilà, je suis obligé de faire des efforts parce que le mot, je sais qu'il est un peu... je peux pas trop le dire. Voilà, sinon sur YouTube t'es strike, donc je suis forcément obligé de dire Pax, tu vois ce que je veux dire. Et elle termine en disant à ces 2 hommes qui m'ont coursé et qui ont voulu m'enlever, ne nous rencontrons plus. Ouais, bah oui, bah je comprends, ne nous rencontrons plus. Clairement le date, t'as pas envie. Déjà des fois je pense qu'il y a des dates, ils sont pas ouf. Mais tu sais, genre c'est pas fou, bon, le mec il avait pas de conversation alors que au téléphone il en avait, tu vois ce que je veux dire. On a eu ça, un thread comme ça. Clairement le mec il la calcule pas du tout, mais par contre après bah, il veut la kidnapper. Moi je comprends pas trop, il a pas été très intelligent, je pense que... Heureusement, hein, tant mieux, attention, me faites pas dire des choses que j'ai pas dit, mais... heureusement qu'il était déjà un petit peu louche, tu vois, ça l'a fait, elle s'est dit, parce que si le mec il avait été un peu bienveillant envers elle, tu sais, qu'il avait bien parlé, peut-être qu'elle serait montée dans la voiture. Et c'est ça que je me dis. Donc heureusement qu'en fait il a été un peu bête à être tout le temps sur son téléphone, etc. Parce que sinon, clairement, peut-être elle serait remontée, elle se serait dit, bon allez, let's go, parce que physiquement, il matchait vu qu'elle avait l'air de matcher avec lui, donc voilà. Mais heureusement qu'il a joué le petit con. Allez, prochain thread. Alors avant de commencer ce second thread d'horreur, petite intro, je suis Delcor pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, j'ai pas trop de questions pour vous, mais je vais vous demander quelque chose quand même, c'est de m'exploser ces putains de pouces bleus. Ouais, vous me les explosez, je veux pas le savoir. Imaginez-vous allongé dans votre tente, le matelas gonflable à peine suffisant pour vous isoler du sol froid de la forêt. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles vous fait sursauter. Votre ami dort paisiblement dans la tente d'à côté, mais vous êtes incapable de vous détendre. Ce qui devait être un week-end de déconnexion et de fun prend une tournure angoissante. Et cette nuit, après un cri déchirant le silence, vos pires craintes vont devenir réalité. Je vous invite à découvrir l'histoire de Emma, allongée sur son matelas gonflable, trop fin, à fixer le plafond de sa tente. Elle entend Hailey respirer dans la tente d'à côté. Elle, au moins elle dort. Emma tourne sur le côté et essaye de se concentrer sur autre chose que cette foutue forêt. À la base, c'était censé être un week-end fun, une sorte de défi avant la rentrée. 2 nuits en pleine nature sans portable. Façon de parler, hein. Genre elles doivent pas scroll Insta toute la journée quoi. Elles ont pas de douche, elles ont pas trop de confort, juste elles, un feu de camp et un stock de marshmallows. Hailey elle avait tout organisé, persuadée que ça leur ferait du bien. Mais là, Emma regrette grave. Le moindre bruit la fait tressaillir. Une branche qui craque, une feuille qui bruisse, un souffle qui pourrait être le vent, ou peut-être autre chose. Elle prend une grande inspiration et se force à rationaliser. C'est normal, une forêt, ça vit, même la nuit. Les animaux, le vent dans les arbres, le bois qui travaille. Y a rien d'anormal. Sauf que... Elle se fige.
Ça, c'était pas juste le vent. Elle retient son souffle, les muscles tendus, à l'écoute du moindre son. Peut-être une bestiole qui s'est aventurée trop près, un raton laveur, un cerf ou même un putain de renard, peu importe. Mais son cœur bat trop vite. Elle déteste ça. Elle entend un bruit de froissement, comme si quelque chose glissait sur le sol. Cette fois, elle en est sûre, c'est tout près, juste à côté des tentes. Elle tend la main vers sa lampe torche mais hésite. Est-ce qu'elle veut vraiment voir ce qu'il y a dehors? Elle se redresse lentement et pose une main sur la fermeture de sa tente, prête à jeter un coup d'œil. « Hailey !» chuchote-t-elle. Pas de réponse. Emma a dégluti. Elle jette un regard à son téléphone posé à côté d'elle. 7% de batterie. Génial. Elle se résout enfin à ouvrir légèrement la fermeture de la tente, juste assez pour voir dehors. La forêt est sombre, à peine éclairée par la lune, rien d'anormal, mais quelque chose la met mal à l'aise. L'air semble plus lourd, elle reste là, à observer, jusqu'à ce qu'un bruit la fasse sursauter. Un pas, un putain de pas dans les feuilles mortes. Son cœur rate un battement. Elle referme aussitôt la tente et se recroqueville dans son duvet, les doigts crispés sur le tissu. C'est rien, juste un animal. Ou alors son imagination. Elle est trop fatiguée. Mais le bruit continue. Un froissement, un craquement et un souffle. Elle retient sa respiration, ferme les yeux et se force à ne pas bouger. Ça s'arrête. Le silence revient, encore plus angoissant qu'avant. Emma reste figée plusieurs minutes, le corps tendu, jusqu'à ce que la fatigue l'emporte. Elle finit par sombrer dans les bras de Morphée. Un cri la réveille en sursaut, un cri strident, déchirant la nuit. C'est Hailey. Emma se redresse si vite qu'elle se cogne la tête contre le plafond de la tête, si je puis dire. « Hailey !» Pas de réponse, son cœur bat à tout rompre. Elle attrape sa lampe torche, ouvre d'un coup la fermeture et se précipite dehors, aussi vite qu'elle peut avec la tête dans le cul. Le feu de camp est éteint, la nuit est noire. Elle éclaire la tente de Hailey et s'approche lentement, toute tremblante. « Hailey !» Elle tend une main vers la fermeture qu'elle pense être en bas. Mais non, la fermeture zip est en haut. Elle passe sa main dedans et l'ouvre. Hailey n'est plus là. Ses affaires sont en vrac, son duvet est retourné, mais aucune trace d'elle. Emma sent une vague de panique la submerger. Elle éclaire autour avec sa lampe, mais la lumière tremble à cause de sa main qui tremble. « Hailey, t'es où ?» Rien, juste le silence oppressant de la forêt. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend résonner dans sa tête. Elle ne sait pas quoi faire. Courir dans la forêt pour la chercher? Rester ici et attendre qu'elle revienne? Non, c'est une mauvaise idée. Elle serre la lampe dans sa main et prend une décision. Elle doit rejoindre la voiture et maintenant. Emma court, ses pieds frappent le sol inégal, ses chaussures s'enfoncent dans la terre humide. Son souffle est court, trop rapide et son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va éclater. Mais elle s'en fout, elle doit rejoindre la voiture. Derrière elle, la forêt est redevenue silencieuse. Aucun bruit, aucune voix, juste le vent qui souffle doucement dans les feuilles, comme si rien ne s'était passé, comme si Hailey n'avait jamais crié. Mais Emma sait que c'est faux. Elle accélère, saute par-dessus une racine, manque de se tordre la cheville sur un caillou. Elle force ses jambes à continuer, même si elle brûle. Dans sa tête, ça hurle. Qu'est-ce qui s'est passé? Hailey est-elle partie d'elle-même? Impossible. Alors, quelqu'un l'a emmenée? Mais qui et comment? Elle s'oblige à ne pas réfléchir, juste courir. Quand elle aperçoit enfin leur voiture garée sur le petit parking en terre battue, elle sent une vague de soulagement la traverser. Elle fonce, déverrouille la voiture avec la clé qu'elle garde toujours dans la poche de son hoodie et saute à l'intérieur. Elle verrouille immédiatement les portes et reste quelques secondes à halter, les mains crispées sur le volant. Le silence lui pèse. Elle regarde autour d'elle, éclaire la forêt avec sa lampe torche à travers les vitres. Rien. Mais elle a toujours cette impression d'être observée. Son premier réflexe, c'est de choper son téléphone et de composer le 911. 2 sonneries, et puis 3. 911, quelle est votre urgence? La voix de l'opératrice la fait sursauter. Elle s'empresse de parler, mais sa bouche est sèche et sa voix tremble. Mon amie a disparu. On était au camping et je me suis réveillé. Elle a crié et maintenant, elle est plus là. Madame, calmez-vous. Où êtes-vous? Emma lutte pour reprendre son souffle. On est dans la forêt nationale près du sentier de... On a garé notre voiture sur le parking de l'aire de camping. Elle entend l'opératrice taper sur un clavier. D'accord, restez avec moi. On va envoyer une patrouille. Vous êtes en sécurité de votre côté? Emma jette un coup d'œil dehors. Tout est toujours calme. Je suis dans ma voiture. Les portes sont verrouillées. Très bien. Vous pouvez rester sur place. Ne sortez pas du véhicule. Ça marche. Et Hailey, vous allez la chercher? Une équipe de rangers va arriver pour organiser une fouille. Emma hoche la tête, même si la femme au bout du fil ne peut pas la voir. D'accord, ça marche. Est-ce que vous pouvez me décrire votre amie? Emma serre les dents pour ne pas craquer. Hailey, 22 ans, brune, cheveux longs, elle porte un sweat gris et un short noir.
Elle ferme les yeux et s'appuie contre l'appui-tête, la main crispée sur le téléphone. Vous pouvez rester en ligne avec moi? Oui, bien sûr, mais j'ai plus beaucoup de batterie. Emma fixe la route devant elle, les phares éteints, et c'est là qu'elle le voit, à la lisière de la forêt, juste dans l'ombre des arbres, une silhouette immobile. Elle éteint instinctivement sa lampe torche, son cœur rate un battement, elle pousse un léger cri. Mademoiselle, que se passe-t-il? Emma ne répond pas, elle ne bouge pas, elle n'ose même plus respirer. La silhouette ne fait rien, elle est juste là, debout, à la regarder. Puis lentement, elle recule dans l'obscurité des bois et disparaît. Emma sent un frisson glacé lui traverser l'échine. Mademoiselle, il se passe quelque chose? Elle sursaute et réalise qu'elle est toujours au téléphone. Il y a quelqu'un dans la forêt. L'opératrice change de ton, plus sérieux, plus pressant. S'il vous plaît, mademoiselle, restez dans la voiture, la patrouille est en route. Emma fixe toujours l'endroit où la silhouette a disparu, et dans sa tête, une seule pensée tourne en boucle. Hailey est là-dedans, avec cette personne. Emma ne sait pas combien de temps elle reste là, figée dans sa voiture, les yeux rivés sur la forêt. Peut-être une minute, peut-être une éternité. Son souffle est court, son cœur bat trop fort. Puis enfin, des gyrophares apparaissent au loin. Elle entend le rugissement d'un moteur, puis une voiture de police et un pick-up des Rangers s'arrête derrière elle. Emma sort précipitamment, les jambes tremblantes. 2 policiers en uniforme et 3 Rangers descendent des véhicules. L'un des flics, un homme d'une quarantaine d'années avec une mâchoire carrée et des cernes sous les yeux, s'approche. « Vous êtes bien la jeune femme qui a appelé ?» Emma hoche frénétiquement la tête. « Oui, c'est ma pote, Hailey. Elle a crié et je suis allé voir. Elle a crié et quand je suis allé voir, elle était plus là. » Le policier hoche la tête et note quelque chose sur un carnet. « Vous avez vu ou entendu quelque chose d'autre ?» Emma ouvre la bouche mais hésite. Elle repense à cette silhouette, à la façon dont elle l'a regardée avant de disparaître dans l'obscurité. Il y avait quelqu'un quand j'étais dans la voiture. Le policier relève la tête. « Quelqu'un? Vous pouvez décrire cette personne ?» J'ai pas vu son visage, juste une silhouette. Quelqu'un qui me regardait depuis la forêt, avant de disparaître. Les Rangers échangent un regard. L'un d'eux, un type au visage buriné, s'approche. « On va organiser une recherche. Si votre ami est toujours là, on la retrouvera. » Emma serre les poings. Mais s'il lui arrivait quelque chose... Le Ranger pose une main rassurante sur son épaule. On va pas penser au pire tout de suite, d'accord? Mais Emma voit bien dans son regard qu'il n'en est pas aussi sûr. La fouille commence, les Rangers s'équipent de lampes puissantes et s'enfoncent dans la forêt, suivis de quelques policiers. Emma veut y aller aussi, mais un des policiers lui ordonne de rester près des véhicules. Elle tourne en rond, les bras serrés autour de son torse, écoutant les voix qui s'éloignent entre les arbres. Chaque minute semble durer 1 heure, puis soudain, « Par ici !» Emma relève la tête d'un coup. Les voix s'agitent, des bruits de pas précipités résonnent dans la nuit. Elle court dans la direction du cri, mais un policier la rattrape et lui barre le passage. « Laissez-nous faire !»« Mais je vous ai dit de nous laisser faire !» Son ton est sans appel. Emma se fige, les poings serrés, le cœur battant à tout rompre. Puis elle entend un sanglot, faible, tremblant. « Hailey !» Les Rangers sont regroupés autour d'une forme recroquevillée sur le sol. Hailey, ses vêtements sont sales, déchirés, et ses cheveux collent à son visage. Elle tremble violemment, comme si elle venait de passer des heures sous une pluie glaciale. Quand Emma voit son visage, son ventre se tord. Hailey a le regard vide, comme si une partie d'elle était restée là-bas, dans cette forêt. Un Ranger s'accroupit près d'elle. « Hailey, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ?» Elle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Puis enfin, d'une voix brisée, Hailey lâche. « Il était là. Il m'a attrapé. » Emma sent un frisson glacé lui traverser l'échine. Qui était là? Hailey secoue la tête frénétiquement, les larmes coulant sur ses joues. Je sais pas, il était là. Et après, j'étais seule. Un silence pesant s'installe, les Rangers échangent un regard sombre. Puis l'un d'eux murmure. C'est pas la première fois qu'on retrouve quelqu'un comme ça ici. Emma déglutit difficilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Ranger hésite avant de répondre. Il y a eu d'autres disparitions. Des gens qui disparaissent en pleine nuit et qu'on retrouve comme ça, désorientés, incapables d'expliquer ce qui leur est arrivé. Emma sent son cœur se nouer. Mais alors, c'était qui cette personne? Le Ranger secoue la tête. On ne sait pas. Un long frisson parcourt le dos d'Emma. Elle regarde Hailey, toujours en larmes, incapable de parler. Et dans sa tête, une seule pensée tourne en boucle. Ce gars-là, ils ne l'ont pas attrapé. Il est toujours là, dans la forêt. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. J'ai passé les détails où, bien évidemment, elles remballent, elles remettent tout ça dans la voiture et s'en vont et suivent la police au poste de police.
Depuis ce jour, ça fait 2 ans qu'elles ont fait du camping et elles n'en ont plus jamais refait. D'ailleurs, elles ne sont jamais sorties dans un endroit aussi isolé. Les deux femmes préfèrent rester dans des lieux avec du monde autour. Et ça peut se comprendre, je comprends très bien. Effectivement, je peux comprendre que l'histoire, elle te fait bien flipper parce que franchement, moi la forêt, de toute façon, je vous le dis, hein, ça me fait flipper. Hein. Je veux dire, t'as aucun contrôle, je veux dire, t'es au milieu de nulle part, voilà, c'est pas comme si t'es dans la rue, je sais pas, tu te fais, hop, t'essayes de courir, tu cours, clac, 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 tu cours, tu connais un peu la rue, peut-être, tu te dis, ah là, je vais pouvoir faire machin. Là, t'es dans la forêt, tu la connais pas la forêt, et puis le sol est inégal, tu peux te prendre une branche, tu peux machin, il y a pas de lumière, hein, dans la rue, je sais pas, dans la rue, il y a les réverbères de la ville, etc. Là, t'es dans le noir total, si ta lampe torche, elle tombe, c'est ciao. Et la lune, ok, elle peut passer un peu à travers les arbres, mais imagine, c'est pas la pleine lune, il y a très peu de lune, très peu de lumière, c'est la catastrophe. Histoire de fou, on va maintenant passer à la prochaine. Franchement, qui aime traîner dans un hôpital? L'odeur de désinfectant, les néons qui clignotent, l'ambiance ultra glauque. Personne n'a envie d'y passer ses journées, mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois une mauvaise opération, un mauvais coup du sort, et on se retrouve coincé là, sans vraiment savoir quand on pourra revoir le monde extérieur. L'histoire que je vais vous partager, c'est celle de Claire, une américaine de... Prout, il y a écrit ça sur mon script. En fait, c'est parce que je sais pas quel âge elle a. D'habitude, ils le disent, et là, on le sait pas, donc on fera avec, hein. Je pense que ça change rien à l'histoire. Elle nous dit juste que dans sa vie, ça va pas trop mal. Enfin, elle essaye d'être positive, quoi, jusqu'au moment où elle doit subir une opération. Et malheureusement, cette opération... elle a foiré. Du coup, Claire, elle est coincée à l'hosto. Elle doit rester alitée et subir des traitements à répétition. Franchement, cet endroit, c'est pas vraiment le paradis, hein. Ça pue le désinfectant cheap et le plastique bon marché. Tous les matins, Claire se réveille en sursaut, à cause du réveil qui déchire le silence. Elle se lève à contre-cœur pour suivre ses prises de médoc et ses petites visites de l'équipe soignante. Dans les couloirs, ça sent le stress et la fatigue, et les infirmières, elles se contentent d'un sourire à moitié forcé en passant à côté d'elle. Avant, Claire kiffait sa vie, sortie entre potes, soirée où on se marrait comme des fous. Maintenant, elle regarde par la fenêtre sale, en espérant un peu de changement. Mais elle ne voit que des voitures et des gens pressés qui la laissent dans son coin. Pourtant, son quotidien gris et monotone va être chamboulé. Un type, Mike, traîne dans le coin chaque soir vers 21h. Même si elle ne sait pas encore trop ce que ça va donner, Claire remarque dans le couloir que ce gars traîne toujours. Comme s'il cherchait à filer un coup de main ou à tuer le temps. Et ça, elle le comprend, il n'y a pas grand chose à faire. Ça intrigue Claire et même si elle se dit que c'est sûrement un autre patient en galère, elle sent que quelque chose cloche. Un soir, Claire se prépare pour une nouvelle nuit, où, entre la douleur et l'ennui, elle se demande si demain ne lui réservera pas enfin un peu de répit. Mais pour l'instant, elle n'a d'autre choix que d'affronter l'hosto, un endroit bien chiant, mais nécessaire. Vers 21h, voilà que Mike débarque devant la porte de Claire, chose qu'il n'a jamais fait avant. Il rôdait dans le couloir et tout, mais il n'était jamais vraiment entré dans sa chambre. Au début, c'est carrément chelou, mais on dirait qu'il vient juste pour tenir compagnie. Il s'installe avec sa chaise pliante, comme s'il voulait faire un petit break et papoter un peu. Yo Claire, ça roule ce soir? Claire, qui s'ennuie à mourir et se sent hyper seule dans cette chambre pourrie, trouve ça plutôt sympa au début. C'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un pour discuter, même si c'est un patient qu'elle ne connaît pas vraiment. Mike qui commence à raconter sa life, ses galères et ses déboires, comme si c'était la grande histoire. Genre, il parle de son ex, de ses thunes qui manquent toujours et de ses galères quand il était au taf. Tout ça en mode tranquille, y a pas de quoi en faire tout un plat. Parfois, il glisse quelques blagues un peu lourdes, et Claire rigole un peu, se disant que c'est marrant de voir quelqu'un essayer de faire le clown dans un endroit aussi pourri que l'hosto. Mais voilà, au bout de quelques soirées, Claire remarque un truc bizarre dans son regard. Genre il y a des fois où Mike il cligne des yeux, comme s'il était sur le cul, ou qu'il fixe un mur d'un air paumé, comme s'il revivait un bad trip. Il a des réactions bizarres, elle sait pas comment l'interpréter, ça lui fout un peu la gerbe, même si elle se dit que c'est sûrement dû à la défonce ou à la maladie. Pour l'instant, Mike c'est juste le type qui vient chaque soir pour discuter et essayer de faire oublier à Claire que l'hosto, c'est pas vraiment un endroit cool. Mais il y a clairement quelque chose dans son attitude qui laisse planer un doute. Claire se demande si c'est juste sa tête ou si vraiment ce gars a un truc de bizarre qui dépasse la simple solitude. C'est pas juste il veut parler pour passer du temps. Il y a un petit truc chelou. Alors, chaque soir, il se pointe, il s'installe et il raconte ses histoires pendant que Claire, allongée dans son lit, écoute. Un peu partagée entre l'envie de croire en un peu d'humanité et la crainte de se retrouver au beau milieu d'un délire pas possible. Sauf qu'au bout d'un moment, Claire en a vraiment marre de ce Mike qui débarque tous
les soirs. Il ne la lâche plus depuis la première fois qu'il est rentré dans sa chambre. Au début, c'était juste un truc bizarre dans cette routine d'hosto, un type qui venait papoter pour tuer le temps. Mais là, pendant une soirée classique où il papote, Mike a franchi la limite et a carrément menacé Claire. Il avait l'air d'avoir un épisode psychotique, mais franchement, ça a vraiment fait peur à Claire. Il s'est mis à frapper sur le lit, l'a déplacé et il criait comme un fou. Après ce soir-là, elle en peut plus forcément. Elle se réveille en sueur, encore secouée par les paroles et l'attitude de Mike. Elle décide alors d'en parler à Marianne, l'infirmière qui s'occupe d'elle. Claire lui explique en mode désespéré que le comportement de Mike est devenu trop flippant et qu'elle se sent en danger. Elle lui balance qu'elle n'arrive plus à dormir et que chaque soir, l'idée de sa visite lui file des frissons. Claire insiste sur le fait qu'elle n'a rien demandé de plus qu'un peu de tranquillité et que ce type, au lieu d'être juste un visiteur un peu paumé, se transforme en un cauchemar vivant. Marianne, elle lui répond qu'elle va regarder ça de plus près et promet, sans en dire trop, de faire quelque chose pour que Claire se sente enfin en sécurité. Mais jusqu'à présent, Claire n'a pas vu de changement concret. Mike continue de venir chaque soir, même s'il n'est plus violent, elle est plus distante. Elle reste donc sur ses gardes, espérant que Marianne trouvera rapidement une solution pour stopper tout ce cirque. Pour l'instant, elle se contente de raconter son histoire à Marianne, et enfin, cette dernière va parler à Mike et lui mettre les points sur les i. Et ça a l'air de fonctionner. À 21h, aucune trace de Mike. Ah, ça soulage Claire un peu, mais pas tellement, elle sent la carotte arriver. Il est un peu plus de 23h, Claire est allongée, les yeux rivés sur l'horloge murale. Chaque tic-tac résonne trop fort dans sa tête. Elle essaye de se convaincre que Mike ne viendra pas ce soir, que Marianne a réglé le problème. Mais au fond, elle y croit pas trop. L'angoisse lui serre le ventre, elle écoute les bruits du couloir, des pas, des chariots qui grincent, puis le silence. Un silence lourd, oppressant. Puis, un cliquetis. La poignée de la porte tourne doucement. Claire se fige. Mike, il est là. Il entre comme si de rien n'était. L'air détendu, un sourire en coin. Mais ses yeux, eux, sont différents. Plus sombres, froids. T'as cru que t'allais te débarrasser de moi? Claire sent son cœur s'emballer. Elle tente de rester droite, de pas montrer qu'elle flippe à mort. Dégage d'ici, Mike. J'ai dit que je voulais plus te voir. Mais il s'approche, lentement, comme un prédateur qui savoure l'instant. Il s'arrête juste à côté de son lit, se penche vers elle. Ici, t'es à l'hôpital. La prochaine étape, c'est la morgue pour toi. Alors arrête de me faire chier, connard. Claire sent la panique monter. Elle hurle de toutes ses forces. Elle crie à l'aide, espérant qu'une infirmière, un médecin, n'importe qui va débarquer. Mais rien. Mike couvre la distance et lui met la main sur la bouche. Mike la regarde avec un sourire en coin. Personne va venir. Tu le sais bien. T'es toute seule. Puis, sans prévenir, il recule, tourne les talons et sort de la chambre. Tranquillement, comme s'il venait juste de lui dire bonne nuit. Claire reste là, tremblante, les yeux fixés sur la porte fermée. Son cœur bat à s'en exploser la poitrine. Elle sait qu'elle doit en parler à Marianne, encore. Mais cette fois-ci, c'est plus pareil. C'est pas juste un malaise. Là, pour le coup, c'est une vraie menace. Demain, il faudra faire quelque chose, parce que Mike, lui, il s'arrêtera pas là. Le lendemain matin, Claire est lessivée. Elle a pas dormi de la nuit. Ses mains tremblent encore quand elle boit son café tiède apporté par une aide-soignante qui, elle, ne remarque rien. Personne capte rien d'ailleurs. À croire que ces hurlements de la veille se sont perdus dans les murs. Marianne débarque plus tard, le visage fatigué, avec ce regard qui dit « Je sais que ça va pas ». Claire crache tout direct. Elle raconte la visite de Mike, ses menaces, les insultes, le silence des autres. Marianne l'écoute sans l'interrompre, les bras croisés, le visage qui se durcit au fil du récit. « Ok, ce soir on va faire autrement ». Claire fronce les sourcils. « Comment ça, on va faire autrement ?» Marianne se penche, parle à voix basse, presque un murmure. « Je finis mon service à 22h. Je vais rester avec toi ce soir. On va l'attendre. » Claire, elle la fixe, pas trop rassurée. C'est pas vraiment ce qu'elle avait en tête. Elle pensait à des flics, des vigiles et un truc officiel. Pas un plan façon série B, avec une infirmière planquée derrière un rideau. Mais Marianne, elle a l'air sûre d'elle. Elle a l'air déterminée. Alors Claire hoche la tête. De toute façon, elle a pas trop le choix. La journée passe lentement. Claire compte les heures, l'angoisse monte, un peu plus à chaque minute. Quand la soirée tombe, l'hôpital prend cette ambiance chelou. La lumière trop blanche, les couloirs déserts, les bruits de machines qui bipent dans le vide. Vers 22h15, Marianne entre discrètement dans la chambre. Elle porte sa blouse normale, mais elle a ramené un petit truc en plus. Un flacon de sédatif et une seringue. Pas le genre de truc qu'on sort pour un mal de tête. Elle fait un clin d'œil à Claire, puis va se planquer derrière le paravent, au fond de la pièce. Claire est seule en apparence, mais elle sent la présence de Marianne, et ça la rassure un peu. Les minutes passent, Claire fixe la porte, le cœur battant. Puis enfin, ça arrive. Le clic-clic de la poignée, la porte s'ouvre lentement.
Mike entre, toujours ce même sourire tordu, comme si rien n'était grave. Il s'avance, s'approche du lit. Claire sent la sueur perler sur son front. Alors, t'es sage ce soir? Pas de cris? Bah c'est bien ça, je peux voir que tu comprends vite là où je voulais en venir. J'espère que tu vas dormir en pensant à moi. Il dit ça en se penchant vers elle, mais avant qu'il ait le temps de dire autre chose, elle plante la seringue dans le cou de Mike qui se fige, les yeux écarquillés. C'est toi qui vas dormir maintenant, connard! Mike tente de réagir, mais c'est trop tard. Ses jambes flanchent, il s'écroule au sol, inconscient. Claire reste figée, incapable de bouger, le cœur battant à tout rompre. Marianne, elle, respire à peine, les mains encore tremblantes. C'est fini. Mais au fond d'elle, Claire sait que c'est pas vraiment fini, enfin pas encore. Après que Mike se soit effondré, le silence dans la chambre est presque aussi flippant que ce qui vient de se passer. Claire reste là, figée, les yeux rivés sur son corps inerte, son cœur battant encore trop vite. Marianne reprend son souffle, s'accroupit pour vérifier le pouls de Mike. Il est bien là, faible mais stable. C'est bon, il dort. Quelques minutes plus tard, Marianne appelle la sécurité de l'hôpital. Elle fait pas un truc officiel genre code rouge, code rouge. Il y a 2 agents en blouse blanche qui débarquent, l'air blasé. Ils regardent Mike au sol, puis Claire sans trop poser de questions. Visiblement, ce genre de conneries, ça a pas l'air si rare que ça. L'un des 2 mecs qui porte Mike va dire « Allez, on va le transférer en psychiatrie direct ». Il soulève Mike comme un sac de patates et le traîne hors de la chambre. Claire les regarde s'éloigner, le cœur encore en vrac. Quand la porte se referme, elle lâche enfin un soupir. Marianne s'assied sur le bord du lit. Ça va? Claire elle hoche la tête, mais en vrai, pas du tout. Elle se sent vidée, comme si toute l'énergie qu'elle avait s'était évaporée. Le seul truc qu'elle arrive à dire, c'est merci. Marianne lui sourit, fatiguée. T'as été courageuse quand même, Claire. Les jours suivants, ils sont étranges. Il n'y a plus de Mike, plus de peur au moment où la porte grince. Mais Claire n'arrive pas à se détendre. Son corps est là, allongé dans ce lit d'hôpital, mais sa tête est ailleurs. Chaque bruit la fait sursauter. Chaque pas dans le couloir lui donne l'impression qu'il va revenir. Mais il ne revient pas. Un matin, Marianne entre dans la chambre avec un dossier à la main. Il a été transféré d'hôpital. T'as plus à t'inquiéter. Claire la regarde, essaye de sourire. Elle sait que Mike est loin. Mais la peur, elle, est toujours là, planquée quelque part dans sa tête. Quand enfin vient le jour de sa sortie, Claire s'assoit dans son fauteuil roulant, ses affaires sur les genoux. Avant de partir, elle jette un dernier coup d'œil à la chambre. Le lit, les murs blancs, la porte. Tout est pareil, mais plus rien n'est pareil. Elle sort de l'hôpital en laissant Mike derrière elle. Les cicatrices, elles, resteront. Parce que dans cet endroit où t'es censé être en sécurité, le vrai cauchemar, c'est quand personne n'entend tes cris. Et c'est comme ça que se termine ce premier thread. Il faut le dire, ma foi, j'ai bien aimé, bon, comme je le dis tout le temps, hein, je sais pas, j'ai pas aimé que la femme se fasse nanani nanana. Mais pour du storytelling, en tout cas moi j'ai bien aimé, voilà, c'est plaisant un peu à raconter. Il y avait, c'est pas un contexte qu'on a tout le temps, l'hôpital, j'en ai pas trouvé des threads comme ça pendant, enfin je veux dire il y en a pas H24, il y en a quelques-uns mais ça dépend, tu vois, des fois c'est un petit one shot ou quoi, ou c'est un petit regard un peu effrayant machin et tout. Mais là où il y avait un peu de, tu sais ça se tient sur la longueur si je puis dire, que l'histoire est un peu longue, bah il y en a pas tellement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé parce que bah, je pense que pas que vous en aurez tous les 4 matins quoi. Bon, au final, ce Mike, je pense que clairement, il avait sa place en psychiatrie et que parfois, bah, les hôpitaux, ils ont pas 15 000 places et ils sont en mode, bon, lui, ça va, il arrive à se contenir. Parce que des fois, ils arrivent à se contenir sous médicaments, ça va, ils redeviennent bien. Une fois qu'il est plus en soins psychiatriques, le mec prend plus ses médocs et là, bah, il y a des petits dérivés et tout, et puis voilà. Donc, bah voilà, hein, ce gars-là, il a un petit peu dérivé, il a des épisodes psychotiques, je pense, clairement. Voilà, il a pété un câble et la Claire, je sais pas ce qu'elle lui a fait, rien. À proprement parler, mais bon, bah lui dans sa tête, il y a peut-être eu un autre truc quoi. Allez, on passe au prochain thread. À l'époque de l'histoire et encore aujourd'hui, elle habite dans une ville super active, avec plein de voisins, dont pas mal d'enfants de tous les âges. Bref, un quartier tranquille. À ce moment-là, elle était en 4e. Pour vous situer, elle passait le week-end chez son père qui vit dans une maison à étage. En bas, il y a le salon, la salle à manger, la cuisine et une pièce pour les chats avec des toilettes au fond. Tandis qu'à l'étage, il y a les chambres, une salle de bain et des toilettes. Sa chambre est juste à côté des escaliers, celle de son père est à 1 ou 2 mètres de l'autre côté. Et au bout du couloir, il y a une 3e chambre qui appartenait à son frère avant qu'il ne commence à travailler. Du coup, elle servait pour les invités qui n'étaient plus en état de rentrer chez eux en sécurité. Comme chaque week-end qu'elle passe chez son père, Emily reste principalement dans sa chambre, en bonne introvertie qu'elle est. Régulièrement, son père invite des amis à manger et elle descend juste le temps de dire bonjour. À cette période de l'année, il organise souvent des barbecues et invite entre 3 et 5 amis.
et ils passent tous de bons moments. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faut que tu saches que cette histoire l'a traumatisé au point que sa mémoire sélective a effacé certaines infos. Donc il risque d'y avoir quelques incohérences et malheureusement elle s'en excuse. Le samedi matin, comme d'hab, Emily se réveille dans son lit après une longue nuit à geeker sur son téléphone. À l'époque, elle n'avait pas encore de PC. Et là, sentiment étrange. Elle ne sait absolument pas pourquoi, mais elle est en panique totale. Elle n'a rien vécu de bizarre avant, mais ayant un instinct parfois capable de prédire des événements à l'avance, elle sait qu'elle n'est pas folle. Une fois qu'elle avait prédit qu'elle allait gagner 30 € à un jeu à gratter, alors sa mère lui en avait acheté 2 et bingo sur le premier 30 € et sur le deuxième encore 30 €. Donc elle sait de quoi elle parle, elle arrive à avoir des petits trucs. Malgré ce pressentiment, comme elle est juste avec son père, elle se dit que ce serait idiot de le faire paniquer sans raison. Donc elle décide de ne rien dire. Ce n'est que quelques minutes après son réveil qu'il lui annonce qu'il fera un barbecue le soir avec de vieux amis et que l'un d'eux allait emmener un cousin d'une 50aine ou d'une 60aine d'années. La journée passe lentement et elle se change les idées en discutant avec des amis et en continuant sa routine d'introverti, oubliant la panique du matin, jusqu'à ce qu'on l'appelle pour manger dehors au barbecue. Le repas se passe plutôt bien, le cousin a l'air plutôt amical et discute avec les amis de son père. Ils parlent un peu ensemble, il lui demande ce qu'elle fait comme étude, comme chaque ami de son père qui la rencontre pour la première fois. Donc pour elle, jusque-là, rien d'anormal. Comme il n'y a aucun enfant de son âge, elle décide quand même de retourner dans sa chambre après avoir mangé, puisqu'il était 22h passées. Elle s'endort direct dans son lit, dans un sommeil sans rêve, avant de se réveiller peut-être 1 heure après, en sentant une main sur ses hanches. Elle sent derrière elle une présence et cette personne a la main sous son t-shirt et caresse son ventre. Sous le choc, elle met quelques secondes avant d'oser enfin bouger et elle se lève rapidement de son lit pour voir qui est avec elle. Elle découvre alors le cousin de l'ami de son père qui passait la nuit chez eux. Ce qui est assez fréquent chez lui, elle précise. Il l'observe comme si son comportement était tout à fait normal. Ayant regardé pas mal de threads d'horreur d'un petit youtubeur pas trop connu, Squeezie, elle garde son calme et demande d'une voix posée ce qu'il fait dans son lit. Il lui répond qu'il n'y a aucun lit de libre. Elle savait qu'il mentait car la chambre du fond est vide, donc elle sait pertinemment que cet homme n'a clairement pas un comportement normal. Elle lui dit donc de se lever et il lui indique sa chambre, où il s'allonge dans le lit jusqu'à ce qu'elle retourne dans sa chambre. Encore sous le choc et essayant d'analyser la situation, elle n'arrive absolument pas à se rendormir. Elle sait d'avance qu'il va revenir et elle a eu raison. Après seulement quelques minutes, sans qu'elle ne fasse de bruit, elle entend le grincement strident de sa poignée qui s'ouvre lentement, avant que le cousin ne la fixe pris en flagrant délit. Ayant perdu patience, cette fois-ci, elle lui ordonne de retourner dans sa chambre, ce qu'il fait sans rien dire. Elle referme sa porte en priant pour être réveillée à chaque bruit. Mais elle est fatiguée et elle sait qu'elle ne pourra pas rester éveillée toute la nuit. Donc c'est à contre-cœur qu'elle se recouche. Elle se réveille plusieurs fois dans la nuit et à chaque fois il se trouve derrière elle, lui touchant les hanches et parfois même osant remonter vers sa poitrine et même descendre vers ses parties intimes. C'en est trop pour elle et même pour moi. Elle le chasse à chaque fois et il revient. Elle sait qu'elle doit trouver une autre solution pour s'en sortir sans déclencher une réaction de sa part. C'est donc avec un immense courage qu'elle sort son téléphone, innocemment afin de regarder l'heure. 6h du matin, elle lui dit qu'elle n'arrivera sûrement pas à se rendormir et lui propose donc de descendre avec elle prendre le petit déjeuner, ce qu'il fait malgré son agacement visible. Comme si tout ce qui se passait était normal, elle se sert un petit verre de lait tandis que le gars se sert un café et il s'installe dans le canapé. Il lui pose des questions étranges à propos de ses relations ou de son corps. Si elle avait déjà fait des choses ou quelque chose comme ça, et elle esquive les questions en plaisantant. Elle termine rapidement son verre de lait, puis elle fait semblant d'avoir oublié quelque chose dans sa chambre. C'est qui lui permet de s'éloigner de l'homme, et c'est aussi rapidement que ses doigts le lui permettent qu'elle envoie un message SOS à sa mère pour qu'elle vienne l'aider. Sa mère répond malheureusement seulement quelques minutes plus tard, car elle devait sûrement la réveiller, et elle l'appelle sans lire le message. Elle lui explique en chuchotant la situation, et tandis qu'elle lui parle, heureusement ou malheureusement, son père se réveille et entre dans sa chambre pour écouter la discussion. Il ne semble pas comprendre la situation, donc elle continue de parler à sa mère jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle arrive. Le trajet serait d'une dizaine de minutes, donc elle va calmement dans la chambre de son père et là, pouvant enfin retirer son masque impassible,
Elle fond en larmes en lui expliquant la situation. Malheureusement pour elle, le connard ne semble pas la croire et décide de descendre afin de parler à l'homme. Et elle n'entend rien de la discussion, tétanisée en attendant sa mère. Oui, comme Arzil me le fait ressentir, il y avait écrit le père, mais je suis désolé, là c'est moi qui ai ressorti tout seul, j'ai dû dire le connard. Parce qu'au bout d'un moment, tu crois pas ton gosse qu'elle s'est fait toucher par un mec, ça, voilà. Bref, retourne sur l'histoire, mais elle est énervante. Son père fait plusieurs allers-retours afin de discuter avec les deux parties, avant de dire à l'homme de partir. Quelques secondes seulement avant que sa mère n'arrive. Dès qu'elle rentre, elle prend directement des nouvelles de son état, et en apprenant que son père a laissé partir un pédo nananite chez lui, ils se disputent bruyamment au lieu d'appeler qui que ce soit. Pendant leur dispute, à cause de la nuit passée et de toutes les émotions qui l'ont envahi, elle dort cette fois-ci paisiblement pendant plusieurs heures avant de se réveiller, et que sa mère lui dise qu'elle retournerait chez elle ce soir. Sa mère retourne donc chez elle en voiture et son père lui dit de se changer, afin de récolter de potentielles empreintes sur ses vêtements, et ils partent au poste de police expliquer la situation. Son père et elle sont mis dans différentes salles d'interrogatoire et elle leur explique un maximum de détails. Mais sa mémoire sélective avait déjà oublié le prénom du gars. Elle se retrouve donc sans autre choix que de leur donner une description physique. Un homme chauve qui devait faire dans les 80 kilos et un prénom comportant plusieurs syllabes en I. Ce sont toutes les informations qu'elle a encore de cet homme. Et elle n'a jamais eu de nouvelles de la police ni croisé l'homme. Quelques jours plus tard seulement, l'ami concerné raconte que plusieurs enfants avaient déjà été victimes de cet homme, qu'il était parfaitement au courant de ses actes, mais qu'il n'avait rien fait pour les prévenir. Encore aujourd'hui, Emily a une haine envers cet homme et espère le revoir afin de faire en sorte qu'aucune autre victime ne croise son chemin. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Ma foi, j'avais envie de hurler plusieurs fois, mais bon, on va pas s'énerver comme ça, là. Reste calme, Delcan. Oh, j'avais envie de péter des... Ouais, de mettre des bons gros... C'est une dinguerie. L'ami du père sait que son cousin est un machin, mais ça choque personne, je sais pas. Moi, je peux vous dire, il y a mon frère ou quoi. J'ai pas de frère. Mais imaginons, je sais qu'il est do nanani, mais tu vas en prison, tu ne fais pas ça, casse-toi, je veux pas t'entendre parler, je te renie, mais c'est ciao, je n'ai rien à foutre, moi je suis comme ça, hein, je préfère vous le dire. Il y a pas de nana, tu fais pas ça, mais t'es un malade toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, là je peux vous dire qu'elle m'énerve la vidéo. Parce que la petite, elle demande rien. Son père, il fait venir des gens chez elle. Il n'y a même pas une sécurité, il la croit pas, il n'y a rien, la porte, elle est même pas verrouillée. Je veux dire, c'est trop d'infos. Elle lui dit, tu sais. C'est même pas, tu sais, des fois, les gens osent pas dire et tout. Mais elle ose le dire. Et le mec fait, oh, je suis pas sûr, hein. Non, non, non. Moi, je pense pas. Allô, putain, crois-la. Au pire, tu te trompes, tant pis, t'es allé de son côté. Pourquoi elle ferait ça? Enfin, je veux dire, au pire du pire. C'est faux, t'as coupé les ponts avec ce mec, et voilà, au pire du pire, si elle a menti. Genre là, voilà, je veux dire, sérieux, dinguerie. Bref, on passe au prochain thread. Un gros bisou. Il est où mon bisou? Un bisou. Il est où mon bisou? De papates le bisou. De papates le bisou. Ah oui. L'histoire que je vais vous raconter, elle est arrivée à Hélène il y a quelques semaines. Elle n'en a parlé à personne encore, mais elle se sent obligée de la raconter ici, même si ça la travaille encore. Clairement, elle a peur de recroiser ce type. C'était un soir normal, Hélène rentre chez elle après avoir vu des potes en ville. Il doit être autour de 22h30 quand elle sort du métro. La station n'est pas bondée, mais il n'y a pas grand monde non plus. Elle marche vite, ses écouteurs dans les oreilles, quand elle voit cet homme au bout de la rue. Il est assez loin, mais il se dirige vers elle. Au début, elle le remarque à peine, mais plus il se rapproche, plus elle se sent mal à l'aise. Il a l'air étrange, pas menaçant au début, juste un peu bizarre. Il porte une veste sombre et a les mains dans les poches. Il marche pas très vite et il semble pas pressé. Ce qui met vraiment Hélène sur la défensive, c'est qu'il la regarde fixement alors qu'il se rapproche. C'est comme si elle n'était pas une simple passante pour lui. Et pourtant, elle le croise dans la rue, comme n'importe quel autre inconnu. Hélène accélère le pas, mais il accélère aussi. Elle n'est plus très loin de chez elle, mais elle a cette sensation bizarre qu'il veut la rattraper. Elle finit par enlever ses écouteurs pour mieux entendre autour d'elle. Et là, il l'interpelle d'un ton calme, mais insistant. Il lui demande si elle sait où se trouve telle rue. Elle répond sans s'arrêter, essayant de garder une certaine distance, mais il ne lâche pas l'affaire.
Il commence à la suivre, toujours en parlant de façon bizarre. Il pose des questions très précises sur ses trajets, sa routine, comme s'il savait déjà des choses sur elle. Chaque réponse qu'elle donne semble le rendre plus déterminé. C'est comme s'il avait préparé cette rencontre. Hélène se met à marcher plus vite, mais il reste juste derrière. Elle peut entendre ses pas sur le pavé. Son cœur bat super fort. Elle n'a pas son téléphone en main à ce moment-là et la rue est assez isolée. Elle finit par tourner dans une petite rue perpendiculaire en espérant le semer. Mais il tourne aussi dans la même rue. À ce moment-là, son instinct lui dit de se cacher. Elle se précipite dans un petit café qui est encore ouvert en espérant qu'il ne la suivra pas. Elle entre, haletante et demande de l'aide à la barista qui la regarde sans trop comprendre. Elle n'ose pas regarder par la fenêtre pour voir s'il est toujours là. Elle prend une boisson pour se donner une raison de rester un peu plus longtemps, juste en attendant qu'il parte. Elle ne le voit jamais repartir. Elle attend un long moment avant de sortir, mais dès qu'elle franchit la porte, elle ne voit personne. Elle prend un taxi pour rentrer chez elle cette nuit-là, et elle ne sait toujours pas comment il l'a retrouvée, ou même comment il savait exactement où elle allait. Mais depuis ce soir-là, Hélène n'arrive plus à se débarrasser de cette peur, de cette sensation qu'il pourrait apparaître à nouveau, comme il l'a fait cette première fois, et elle espère ne jamais le recroiser. Et ouais, petite histoire vraiment flippante. Alors, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un petit peu plus les détails un peu dans l'histoire des fois de c'est quoi les détails qu'il savait en plus sur elle, etc. Machin, parce que là, on sait pas trop, tu vois. On comprend qu'il a des infos sur elle, mais comment ça? Ah, je te vois souvent le soir à 22h vers là, machin, tu vois, des trucs comme ça. Genre là, tu pourrais te dire... Donc là, des fois, c'est dommage, il manque des détails dans certaines histoires. C'est un peu dommage, c'est comme des fois, vous m'envoyez des histoires, bah, elle fait 2 lignes, je suis en mode, bah, je peux pas faire grand-chose, je suis désolé, mais l'histoire, elle fait 2 lignes. Vraiment, c'est malheureux, hein, mais bon, faut détailler un petit peu, quoi. Faut du background un petit peu, faut quand même que ça... Si c'est oui, le monsieur, il m'a regardé, et j'ai eu peur, et littéralement, j'ai déjà eu ça. Donc voilà, sur 2 lignes, je peux pas... Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez bien que les histoires, quand même, j'essaye de faire des trucs des fois un petit peu plus longs. Même si je remets pas en doute que ça vous a sûrement fait peur. Allez, prochain thread. Je vais vous raconter une histoire qui se passe dans la famille d'Emeraude quand elle a environ 5 ans, vers 1997. À cette époque, il vivait avec sa mère, sa grand-mère et son grand-père dans un appartement de 3 pièces au 6e étage en Ukraine, dans la ville de Kherson, dans un grand quartier appelé Choumensky. C'est une période où la criminalité est forte dans tous les pays post-soviétiques. Et Emeraude est élevée très strictement dès son plus jeune âge à ne pas faire confiance aux étrangers et à ne jamais ouvrir la porte à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Un jour, quelqu'un frappe à leur porte pendant la journée. À la maison, il n'y a que sa mère et elle. Sa mère s'approche de la porte et demande « Qui est là ?» Une voix masculine répond « Ouvrez, c'est la police. Nous devons vous poser quelques questions. » Sa mère regarde d'abord par l'œilleton et voit effectivement 2 hommes en uniforme de police devant la porte. Ce n'est qu'après ça qu'elle ouvre. Sa mère leur demande qu'est-ce qui se passe. En réponse, ils commencent à lui demander qui est actuellement à la maison et combien de personnes se trouvent dans l'appartement. Emeraude s'approche et les voit. Il la regarde, elle a peur et court dans une autre pièce. À ce moment-là, sa mère sent que quelque chose ne va pas et essaye de fermer la porte. Mais l'un des hommes met son pied pour bloquer et tient la porte avec sa main, l'empêchant de la refermer. Sa mère, effrayée, leur demande à nouveau ce qu'ils veulent. Mais il la regarde simplement, en silence, sans répondre. Un silence inquiétant plane dans l'air. Tout à coup, leur voisine ouvre sa porte. Elle habite au même étage qu'eux et s'apprête à quitter son appartement pour faire une course. Les 2 policiers changent immédiatement d'expression, regardent la voisine et elle les remarque également. Avec un regard interrogateur, elle jette un coup d'œil à la mère d'Emeraude. Puis tout à coup, les 2 hommes dévalent les escaliers et sortent de l'immeuble. C'est terrifiant et elles n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. Mais une chose est claire, ils ont probablement acheté les uniformes de police quelque part où ils les ont volés et ils ne sont certainement pas de vrais policiers. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. Petite histoire, ça va vite, mais c'est bien. Direct, voilà, on n'a pas d'éléments, elle s'appelle nanani, nanana, ça va vite, on va dans le détail, clic clac clouc, des faux policiers qui viennent chez elle pour, clairement, et les mecs sont trop bêtes. Il y a combien de monde chez vous, nanani, mais la police ferait pas ça, ils diraient pas ça, trouver une strat. Heureusement, des fois, tu te dis les gens méchants, des fois ils sont un peu bêtes. Heureusement, parce que sinon, voilà, heureusement. Il y a combien de personnes chez vous? Parce que là on veut cambrioler, mais voilà, c'est pour savoir. Comment ça? Ah, on est policiers nous. Mec, bientôt ils vont venir en salopette et puis ils vont dire on est policiers, comment ça se passe? C'est une dinguerie. Bref, allez, thread suivant.
Alors pour ce nouveau thread, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jimmy et il ne l'a racontée à personne d'autre que sa famille. Mais clairement, ça le hante depuis des années. Quand il était petit, leur maison familiale était divisée en 3 parties. Une pour son oncle et ses 2 enfants, une autre pour sa mère et lui. Et la 3e qui était restée vide après la mort de son arrière-grand-père. C'était une grande maison moche qui avait déjà été cambriolée plusieurs fois. La première fois, c'était avant sa naissance, la 2e fois, il avait 5 ans et il avait dormi toute la nuit. Une autre fois, quelqu'un d'ivre se baladait dans leur jardin et rangeait des trucs. Ou alors, tous les jours, vers 3 ou 4 heures du matin, ils se tenaient devant leur clôture et regardaient par les fenêtres. Quand Jimmy avait 7 ans, les choses se sont un peu calmées. Leur voisin bourré est allé en prison et pas mal de ces incidents ont disparu avec lui. Il se souvient que ça avait été un grand événement parce que sa famille s'était enfin autorisée à avoir des animaux. Puisque dans le quartier, il y avait un voisin qui attaquait les animaux des autres. Ils avaient alors pris 3 chats et un chien à la SPA. Les autres voisins aussi étaient devenus plus tranquilles, mais Jimmy se sentait toujours mal à l'aise. C'était un enfant nerveux et craintif, et après toutes ces histoires, il n'aimait toujours pas être laissé seul à la maison. Du coup, il y avait un accord tacite. Si son oncle ou ses cousins quittaient la maison un moment, il ne devait pas le lui dire. Comme ça, il n'aurait pas peur d'être seul. Malheureusement, sa cousine, qui avait 23 ans à l'époque, est venue le voir un jour pour savoir comment il allait. Ils ont discuté un moment, puis elle lui a dit qu'elle allait au magasin. Bien sûr, Jimmy a paniqué. Il ne voulait pas l'accompagner, mais il voulait pas non plus rester seul. Alors, il a commencé à pleurer. Finalement, sa cousine l'a laissé aller dans sa chambre regarder des dessins animés. Ce qui est assez important parce qu'elle était la seule à avoir autant de chaînes à la télé. Sa chambre était au rez-de-chaussée et avait une fenêtre qui donnait sur le jardin des voisins, qui faisait un barbecue à ce moment-là. Jimmy se souvient qu'elle avait utilisé ça comme un autre argument. S'il arrive quelque chose, ouvre la fenêtre, écris-leur dessus. Puis elle est partie et il s'est concentré sur les dessins animés. Il se souvient qu'il avait déjà regardé un épisode entier du laboratoire de Dexter et qu'il était passé à la chaîne qui diffusait le film Barbie quand il a entendu des bruits. Au début, il a pensé que c'était leurs animaux, mais les bruits suivants ressemblaient plus à des pas, à des portes qui s'ouvrent. Est-ce que sa cousine était revenue du magasin? Mais il n'avait même pas fini de regarder Barbie. Il se souvient avoir été plus en colère qu'effrayé à ce moment-là et avoir décidé de rester silencieux pour qu'elle le laisse peut-être un peu tranquille avant de le virer de sa chambre. Mais le bruit était vraiment agaçant. Beaucoup de pas, des pas traînants et quelques aboiements de leur chien. À un moment donné, les bruits étaient proches de la pièce. Sa cousine avait une porte avec une fenêtre à l'époque. Une de celles où on ne voit presque rien, juste des ombres. Donc quand Jimmy s'est retourné, tout ce qu'il a vu, c'était une silhouette dans une tenue grise et noire. Rien de spécial, pas de couleur vive. Il était difficile de savoir si c'était un homme ou une femme. Alors il a encore une fois supposé que c'était sa cousine et a décidé de rester silencieux, en espérant qu'elle ne rentrerait pas. Mais même lui commençait à se sentir mal à l'aise, parce que cette personne se tenait là, sans rien faire, devant la porte. Finalement, la personne a tourné à droite, vers la cuisine, et Jimmy est retourné regarder ses dessins animés. Seulement, peu de temps après, ce à quoi tout le monde s'attendait probablement est arrivé. Il a entendu leur porte d'entrée s'ouvrir et un fort « Je suis de retour !» de sa cousine. Cette fois, il a aussi entendu le bruit des sacs en plastique. Jimmy se souvient avoir été soudainement complètement terrifié. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, sa cousine est allée dans la cuisine et rien ne s'est passé. Pas de cris, pas de bagarre, il est resté assis dans sa chambre. Maintenant, avec le son du dessin animé éteint, à écouter. Mais tout ça ressemblait à un déballage de course normale. Puis sa cousine est arrivée et Jimmy a commencé à pleurer. Il a fini par lui raconter ce qui s'était passé et elle a appelé les voisins. Ensemble, ils ont fouillé toute la maison, mais ils n'ont trouvé personne. Rien ne semblait endommagé et les jours suivants, rien n'avait disparu de chez eux. Le reste de la famille l'a aussi découvert. Ils ont confirmé que son oncle et sa mère étaient au travail et que son cousin au 2e degré était à l'école. Le jour où c'est arrivé, ils ont trouvé leur chat en train de dormir dans l'appartement de son arrière-grand-père au 2e étage. Mais le chien était nerveux et a passé toute la journée à chercher chez les voisins et à gémir. Ils n'ont jamais réussi à comprendre ce qui s'était passé. Mais quand Jimmy a reparlé avec sa cousine récemment, elle a admis qu'elle en avait parlé à son oncle quelques années après l'événement et qu'ensemble, ils en étaient arrivés à la conclusion que Jimmy avait dû imaginer quelque chose. Mais en tout cas, de son point de vue, il est sûr à 100% qu'il a vu quelqu'un. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread, ma foi, en détente, j'ai envie de te dire, parce que
Bah, possiblement, il se passe rien, hein, ça se trouve, il a peut-être juste imaginé ça parce que je me dis où il y a un monde où il a des psychoses, des choses comme ça. Tu sais, il était petit, il aimait pas être seul, du coup, il a imaginé, il s'est dit machin, nanani. Donc, pour l'instant, plus de peur que de mal. En tout cas, s'il y avait vraiment quelqu'un, bah, le gars, je sais pas, il a réussi à pas trop voler, il a pas fait trop de choses. Donc, voilà, heureusement, il lui est rien arrivé. Prochain thread. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rebecca et ça s'est passé il y a 5 ans quand elle avait 15 ans en 2020. Sa grande tante était super malade et elle ne pouvait plus s'occuper d'elle. Du coup, sa famille a décidé que le mieux pour elle, c'était une maison de retraite. Comme sa grande tante était une accumulatrice maladive, Rebecca ne veut pas critiquer sa famille, mais c'est important pour l'histoire. Sa maison était laissée à l'abandon. Son père et elle étaient les seuls à vérifier la maison de temps en temps. Au début, c'était des petites choses qu'ils remarquaient, des objets un peu déplacés, des tiroirs fouillés. À l'époque, ils n'y feront pas trop attention parce qu'un autre proche de sa grande tante avait également une clé de la maison. Et il pensait qu'il voulait peut-être récupérer des affaires vu qu'il avait vécu avec elle pendant un moment. Mais après un certain temps, genre un mois plus tard, les trucs deviennent plus bizarres. Il commence à fouiller davantage la maison pour récupérer des choses et juste pour regarder un peu. Peut-être après une semaine à faire ça, ils se sentent observés à chaque fois qu'ils y sont. De plus en plus de choses sont déplacées et mises de manière à ce qu'ils le remarquent direct. Des peluches qui étaient sur une étagère maintenant soigneusement assises les unes au-dessus des autres dans l'escalier, marche par marche. Des empreintes de pas sales et encore plus de tiroirs arrachés avec les affaires éparpillées partout. Ils commencent à vraiment se méfier de la situation et enquêtent plus. Ils font des rondes de nuit devant la maison juste pour voir s'ils chopent une lampe de poche ou un signe de quelqu'un dans la maison chaque nuit. À ce moment-là, Rebecca commence à parler de ça à ses potes et comme les gamins stupides qu'ils sont à l'époque, ils pensent que ce serait une super aventure de juste rester là-bas une nuit et de jouer aux agents de sécurité avec pour mission d'attraper enfin cette personne qui leur semble presque être un fantôme. Autre info importante, il n'y avait en fait aucun moyen d'entrer dans la maison. Aucune fenêtre ouverte, toutes les portes verrouillées et eux et cet autre gars étaient les seuls à avoir une clé. Bref, on revient au jour où il reste là-bas. Rebecca et 3 de ses amis s'installent dans la cuisine sans rien remarquer d'inhabituel. À part les trucs normaux qui se passent donc, ils supposent que le gars n'est pas encore là. Ils commandent une pizza et discutent un peu en attendant que quelque chose se passe. Après un moment, ils décident d'aller se promener avec ces 2 chiens qu'elle avait avec elle. Elle fait bien attention de fermer et de verrouiller la porte arrière derrière. Quand ils reviennent après 15 minutes, une seule lampe dans le dernier coin du salon est allumée. Faut savoir que tout le salon était rempli de bordel. Donc il a dû grimper dessus pour juste allumer cette lampe. Et c'est là qu'ils savent que la personne doit être dans la maison maintenant. Ils décident d'aller dans la cuisine et de rester discret, juste pour voir ce qui va se passer. Après un moment, une de ses amies, appelons-la Jane, flippe et veut rentrer chez elle. Alors, ils la laissent faire. Et juste 5 minutes après que Jane ait fermé la porte derrière elle, ils entendent quelqu'un descendre l'escalier en bois en pensant clairement qu'ils ont tous quitté la maison. Ils sont tellement absorbés par le grincement des marches qu'ils ne réalisent ce qui se passe vraiment que quand un de ces chiens commence à aboyer et que les pas s'arrêtent immédiatement. Il n'y a qu'un seul mur qui les sépare de celui qui vient de descendre l'escalier et quand ils s'en rendent enfin compte, ils ont tellement peur qu'ils courent hors de la maison aussi vite que possible. Il y avait une porte qui séparait l'escalier du couloir qu'ils ont heureusement verrouillé dès leur retour de la promenade. Donc le gars, ils l'ont probablement enfermé là-bas. Quand ils sont enfin tous assis dehors devant la maison, ils décident juste que le mieux à faire, c'est d'appeler la police et de les laisser gérer la situation. Pendant qu'ils attendent, retenant leur souffle et sous le choc de la situation, ils entendent soudainement quelqu'un, une voix d'homme, parler doucement, probablement au téléphone. Et c'est à ce moment-là qu'il remarque qu'une fenêtre est légèrement ouverte au 2e étage de la maison. Il a dû l'ouvrir à un moment donné, parce que comme elle l'a dit, aucune fenêtre n'était jamais ouverte. Il n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se dit. Juste un truc du genre, on m'a attrapé. Après 30 longues minutes d'attente, la police arrive enfin et entre à l'intérieur. Il fouille tout mais ne trouve rien. Il a sûrement eu assez de temps pour se cacher quelque part. Il y avait une pièce complètement remplie de cartons qui montait juste en dessous du toit. Et c'est là que les choses deviennent extrêmes. C'est comme s'il jouait à des jeux d'esprit avec eux. Il laissait des notes partout dans la maison pour qu'il les trouve avec des smileys et des fleurs dessinées bizarrement disant « attrape-moi ». Il plaçait cette alarme sous la porte d'entrée qui se déclenchait à chaque fois que quelqu'un entrait pour lui faire savoir qu'il y avait quelqu'un. Il saccageait la chambre au point qu'elle était méconnaissable.
Et il détruisait les meubles, chiait dans les toilettes et plaçait une fleur sur la merde. Et tout ça sans jamais se faire attraper une seule fois. Leurs visites de contrôle deviennent plus fréquentes, passant d'une fois par jour à une fois toutes les heures. Mais rien, ils finissent par décider de laisser les choses se calmer un peu et d'ignorer le problème pendant un certain temps. À un moment donné, ils quittent une maison pratiquement inhabitable, noyée dans la pisse de chat et les déchets, et probablement 4 mois après qu'il ne se soit pas intéressé à lui ou à la maison, un de ses amis lui dit qu'il avait une silhouette debout à la fenêtre derrière le rideau, regardant dehors, et ils se disent « Super, on y retourne ». Et soudainement, l'intérêt revient. Un jour, ils décident tous d'aller à la maison. Ils sont 7 et ils sont prêts à fouiller cette foutue maison de fond en comble pour trouver l'endroit où ce type se cache, entrer et sortir de cette maison. Pourtant, tout est fermé à clé. Quand ils rentrent à l'intérieur, il y a des restes de nourriture pourris dans la cuisine et une surprise pour eux dans le salon, où il a chié sur une boîte en carton comme un putain de chien. Ils décident de se séparer, 4 d'entre eux entrent dans le salon. Un de ses amis reste dehors et son ami Carl et elle vont dans la zone des écuries de la maison parce que cette partie avait un trou dans le mur qui reliait l'endroit où le foin était conservé au grenier. Mais ils n'ont jamais pu déterminer exactement où se trouvait ce trou dans le grenier. Carl jetait des petites pierres dans le trou qui semblait être recouvert de quelque chose, comme du carton de l'autre côté, juste pour que leur ami puisse entendre le bruit de l'intérieur pour trouver l'entrée. Tout d'un coup, ça repousse. Il voit le carton se plier, sous l'effet de quelqu'un qui l'avait frappé. Et Rebecca crie à son ami dehors s'ils arrivent enfin à trouver cette foutue entrée. Et tout ce qu'elle a en réponse, c'est non. Tout le monde est en bas. Carl et elle sont juste un peu choqués et sortent rapidement de l'écurie pour dire aux autres que s'ils montent au grenier, ils l'auront. Car il n'y aura aucun moyen pour lui de s'échapper aussi rapidement et il aurait dû les dépasser dans les escaliers. Ils courent tous à l'étage, mais encore une fois, rien du tout. Après ça, il décide d'abandonner et de ne plus y retourner. Il réalise aussi que ça pourrait être dangereux. Il ne leur a jamais rien fait de sérieux à part leur faire peur. Mais il se demande ce qu'il ferait s'il l'attrapait sérieusement et se mettait devant lui. Leurs parents n'étaient pas non plus très contents qu'il fasse tout ça. Donc encore une fois, des mois se sont écoulés sans rien. Seulement parfois en passant en voiture et en voyant une faible lumière à l'intérieur. Jusqu'à ce que la maison soit finalement mise sur le marché pour être vendue. Aujourd'hui, elle a complètement été vidée et en cours de rénovation. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Il y a un mec qui habite dans la maison, tranquillement, il joue avec eux, clairement il joue avec leur nerf. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Poppy et franchement, c'est un petit truc de dingue. Le truc, c'est qu'elle s'en souvient maintenant que par bribes, genre des flashs, et elle est super contente d'être saine d'esprit et en sécurité aujourd'hui. En gros, ça s'est passé il y a un bail, en 2019. Poppy avait 16 ans à l'époque, donc comme elle le dit, elle était naïve et crédule. Elle se dit bien que c'est peut-être un cas de trafic d'êtres humains, mais quand même, il y a des trucs super louches. Pour vous situer le contexte, c'était dans une grande ville nord-américaine fin décembre, juste avant Noël. Poppy venait de passer du temps avec ses potes et elle prenait le métro pour rentrer chez elle. Ses amis vivaient dans un autre quartier, donc elle devait se taper le trajet seule. Les wagons étaient quasiment vides, il faisait déjà nuit. Et elle se souvient qu'il devait être 20 ou 21 heures. Elle était assise sur un siège solo. Et juste à côté, perpendiculairement, il y avait un autre siège vide. Là, un type qui avait l'air assez jeune s'assoit sur le siège d'à côté et direct, il la salue avec un sourire. Sur le moment, Poppy n'y prête pas trop attention en mode bon. Elle le trouvait plutôt mignon, pour être honnête. Physiquement, le mec avait une raie au milieu. Des cheveux châtains, il était plutôt grand et super mince, et il avait des traits fins. Poppy ne se souvient pas hyper bien de son visage, mais elle se rappelle avoir pensé qu'il était vraiment mignon. Encore une fois. Il était habillé avec un pull et un jean, rien de bizarre. Une fois assis, il la salue en souriant, se présente et donne son prénom. Ils commencent tous les deux à discuter et le type balance qu'il a fini l'université. Ce qui fait que Poppy lui demande son âge. Le mec prétend avoir 24 ans, ce qui collait plus ou moins à son apparence. Le truc qui met vraiment mal à l'aise Poppy, c'est qu'en réponse, elle lui dit qu'elle a 16 ans. Et le type n'a pas l'air choqué une seule seconde. En fait, il souriait et avait un petit sourire visible, en parlant de comment ça lui manquait d'être aussi jeune et en lui conseillant de rester à l'école. Il continue en lui demandant ce qu'elle foutait seule dans le métro, ce qu'elle avait fait avant, et si elle avait des plans pour les prochaines heures. Ce à quoi Poppy répond bêtement non. Ensuite, le type commence à raconter que ses potes ont eu l'idée d'un soi-disant défi. Ils devaient ramener une fille au hasard, une inconnue totale, à leur soirée, en l'abordant comme ça, à l'improviste. Poppy se souvient avoir eu du mal à y croire, alors elle insiste plusieurs fois pour rentrer chez elle. Mais le type commence à la supplier, en mode que ça va être super fun et que si elle se sent mal à l'aise, il la ramènera direct à la station de métro. Poppy insiste en disant que sa mère va être furieuse et elle demande s'il pourrait faire ça un autre jour. Mais le mec répond que c'est un événement unique,
que c'est un rassemblement très rare, qu'il n'a pas vu ses amis depuis longtemps et qu'il ne les reverra pas après l'événement, probablement à cause d'un emploi du temps chargé. Il insiste aussi sur le fait qu'il ne la retiendra pas tard. Finalement, Poppy craque. Elle sait, c'est super con, elle n'en revient toujours pas aujourd'hui. Ils avaient traversé quelques stations et descendent dans un quartier assez glauque, connu pour les substances, la pauvreté et le fait que les gens vendent leur corps pour voilà. Mais pour être franc, Poppy ne le savait même pas à l'époque, même si c'était assez flagrant en vrai. Mais comme elle le dit, elle avait que 16 ans, elle connaissait pas toute la vie. Encore aujourd'hui, ce coin a une sale réputation. Le type, bon, appelons-le Ben, révèle ensuite que son vrai prénom est différent de celui qu'il avait donné au début, et qu'il est apparemment slave. Le prénom qu'il a donné après est très probablement bidon aussi, pour être honnête. Là, il commence à poser des questions assez intrusives à Poppy. Genre, quels sont tes secrets les plus sombres? Comment est ta vie de famille? Qu'est-ce qui te stresse en ce moment? Pourquoi t'as décidé de venir? Il prétend aimer connaître les gens au-delà de l'apparence, d'où ces questions indiscrètes. Pour être honnête, Poppy était une bonne élève, alors elle lui dit juste que ses études sont sa principale préoccupation pour l'instant. Ce à quoi le type répond qu'il doit y avoir plus que ça. Ça devait faire environ 15 minutes qu'il marchait quand une voiture ralentit à leur niveau et baisse sa vitre. Un homme lâche un « salut », mais Ben le chasse direct. Ben dit alors à Poppy que l'homme était un soi-disant John, ce qui, Poppy, ne le savait pas. Voulait dire que le conducteur était un gros client dans ce contexte. Poppy commence à fatiguer, mais ils arrivent quand même au lieu de rendez-vous quelques minutes plus tard. C'était dans une maison de ville banale, pas délabrée ou quoi que ce soit. Elle est accueillie par peut-être 5 ou 6 mecs qui avaient l'air d'avoir plus de 25 ans. 2 d'entre eux semblaient même dépasser la trentaine. Ils la fixent tous et lui demandent direct son âge. Poppy leur dit qu'elle a 16 ans. Un des mecs avait l'air un peu déconnecté et lâche un « Sérieux mec, c'est l'âge de ma sœur, ils sont peut-être dans le même lycée ». Et ils se sont tous mis à rigoler. Ils n'en ont plus jamais reparlé et ne lui ont presque pas posé de questions. À part « comment vous vous êtes rencontrés ?» En plus, c'était évident que le père de quelqu'un était propriétaire des lieux, parce qu'un vieil homme somnolait sur le canapé. Ils étaient tous autour d'une table à manger. L'autre lui a proposé de la nourriture avec les autres invités. Mais Poppy a refusé de manger, parce qu'elle commençait honnêtement à se sentir un peu mal à l'aise avec la situation. Une fois que tout le monde, sauf elle, a fini de manger, ils sont tous montés à l'étage. Ben a commencé à jouer de la guitare, et un autre mec s'est joint à lui en tapotant quelques notes sur un piano. Ils ont ensuite demandé à Poppy de les filmer avec le téléphone de Ben, ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, Poppy a commencé à avoir un mauvais pressentiment terrible et elle a senti le besoin de partir. Alors elle a posé le téléphone et s'est lentement dirigée vers la porte. Un des mecs les plus âgés se tenait près de la porte et lui a demandé ce qui se passait et si elle appréciait leur compagnie. Ils ont commencé à parler 1 minute et le mec a prétendu être comptable. Là, il commence à se pencher et essaye de la coincer légèrement contre le cadre de la porte. Mais Poppy recule dans l'escalier, atteint la porte d'entrée, l'ouvre et sort dans l'allée. Heureusement, la porte n'était pas verrouillée. Ben la suit et lui demande si elle veut partir. Poppy dit oui direct et cette fois, il n'insiste pas pour la faire rentrer. Avant de partir comme ça, Poppy avait dit à Ben que sa mère n'arrêtait pas de l'appeler et qu'elle était inquiète. Ce à quoi Ben s'est conformé. Sur le chemin du retour, il a commencé à lui demander si elle avait vraiment 16 ans et pas moins. Il lui a dit que s'il était son père, il ne la laisserait plus jamais sortir de sa vue. Parce que ce qu'elle venait de faire, à savoir aller à cette fête, était la chose la plus stupide qu'il ait vu une fille faire. D'autant plus qu'elle n'avait aucune raison de faire ça selon lui. Une fois qu'il l'a ramenée à la station de métro, Poppy lui a demandé son Snapchat. Oui, comme elle le dit, elle était complètement idiote. Le mec lui a dit qu'il n'utiliserait pas son téléphone comme ça et qu'il était complètement hors réseau. Poppy est rentrée chez elle et n'a plus jamais entendu parler de lui. Même si elle n'a pas subi de harcèlement classique qu'on voit un peu tout le temps, eh bien Poppy a honnêtement peur d'avoir pu faire une rencontre comme ça. Elle sait ce qui aurait pu se passer, elle aurait pu être abusée physiquement ou carrément qu'il fasse un trafic d'êtres humains avec elle. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Clairement, elle aurait pu finir dans un réseau de... tu sais quoi. Le film Taken, croyez pas que c'est juste un film, au cas où, je peux vous dire que ça existe vraiment malheureusement, clairement. Voilà le film Taken avec Liam Neeson, si vous voyez le genre. Bon, chance, avec toute la réplique et tout. Insane, le film est très bien, parce qu'en plus, malheureusement, il est réel, quoi. Donc, le film n'est pas basé sur des faits réels à proprement parler, mais ça peut largement arriver. Donc, faites gaffe à vous, mesdames et messieurs. Ça peut arriver aux hommes aussi, ne croyez pas que ça ne peut pas vous arriver. Allez, on passe au prochain thread d'horreur.
Un date Tinder qui part en vrille, ça arrive. Mais pas comme ça. Clara pensait passer une soirée banale avec Ryan, un mec sympa sur le papier. Sauf que très vite, l'ambiance tourne mal. Questions intrusives, comportements bizarres. Et ça ne s'arrête pas là. Mais ça, je vais vous le laisser découvrir en m'écoutant vous raconter cette histoire. Clara est là, assise dans ce café de Brooklyn, à se demander comment elle a pu se retrouver dans cette situation. Franchement, elle en a marre. Elle a passé la semaine à discuter avec ce mec sur Tinder, Ryan, qui avait l'air cool sur le papier. Photo sympa, bio rigolote, et il savait écrire sans faire 3 fautes par phrase. Bref, un gars normal quoi, sauf que là, maintenant qu'elle le voit en vrai, elle se dit qu'elle aurait dû écouter son instinct et rester chez elle à mater Netflix. Ryan, il est en face d'elle, en train de lui raconter sa vie. Sauf que le mec, il parle non-stop et en plus, il a une voix hyper nasillarde qui donne envie de se boucher les oreilles. Clara, elle essaye de sourire, de faire genre qu'elle est intéressée, mais en vrai, elle compte les minutes avant de pouvoir se barrer. Le pire, c'est qu'il a déjà commandé un deuxième café, alors qu'elle, elle a même pas fini son thé. Elle se dit que ça va être long. Et puis, il y a un truc qui la dérange. Ryan, il a l'air un peu trop sûr de lui. Genre, il pose sa main sur la table, comme pour essayer de toucher la sienne. Mais elle recule direct. Elle a pas envie qu'il la touche déjà. Il commence à lui faire des compliments chelous. T'as des yeux magnifiques, tu sais. J'adore les filles comme toi. Elles ont toujours un truc spécial. Clara, elle se sent mal à l'aise, mais elle dit rien. Elle veut pas créer de drama. Elle veut juste que ça se termine vite. Sauf que Ryan, il lâche pas l'affaire. Il commence à lui poser des questions super intrusives. T'as déjà trompé un mec? T'as couché avec combien de mecs? T'es du genre à faire des plans cul? Clara, elle est choquée. Elle se dit que le mec, il a aucun filtre. Elle essaye de changer de sujet, mais il revient toujours à ça. Elle commence à se demander si elle devrait pas juste se lever et partir. Puis il commence à parler de ses ex. Il les dénigre toutes, les traite de folles ou de manipulatrices. Clara, elle se dit que si un mec parle comme ça de toutes ses ex, il y a forcément un problème. Et là, ça la fout encore plus mal à l'aise. Il sort son téléphone et lui montre des photos. Pas des photos normales, non. Des selfies de lui, torse nu, en train de faire des poses de bodybuilder. Clara, elle est mortifiée. Elle essaye de rigoler, mais en vrai, elle est hyper gênée. Elle se dit que c'est vraiment le pire date de sa vie. Et là, Ryan, il fait le pire truc possible. Il lui dit « Tu veux venir chez moi après? J'ai une bouteille de vin et un jacuzzi. » Clara, à ce moment-là, elle se demande si le gars, il est vraiment sérieux. Il a pas capté que elle était pas vraiment intéressée par ce date. Elle lui dit non, poliment, mais il insiste. « Allez, tu vas voir, ça va être cool. T'as l'air d'une fille qui sait s'amuser. » Là, Clara, elle en a marre, elle se lève, prend son sac et lui dit « Bon, écoute mon petit Ryan, c'était sympa, mais je pense que moi, je vais y aller. » Sauf que Ryan, il lâche pas. Il se lève aussi et il essaye de la retenir par le bras. « Attends, t'es pas sérieuse? On s'entendait super bien. » Clara, elle est en mode panique, elle lui dit de la lâcher. Mais il serre plus fort. Les gens autour commencent à regarder et là, Ryan, il lâche prise, mais il lui lance. « Ouais, t'es qu'une allumeuse de toute façon, tu mérites même pas qu'on te parle. » Clara sort du café en vitesse, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Elle se dit qu'elle va jamais remettre les pieds sur cette appli. Mais sur le chemin du retour, elle sent son téléphone vibrer. Il y a des messages de Ryan. Il l'insulte, lui reproche de l'avoir humiliée en public. Il l'accuse de jouer avec les sentiments des mecs. Elle bloque son numéro, mais elle est pas tranquille. En rentrant chez elle, elle vérifie 2 fois si elle a bien fermé la porte. Elle s'allonge sur son canapé, se dit qu'elle va commander une pizza et oublier cette soirée de merde. Mais quelques minutes plus tard, ça frappe à sa porte. Pas un coup normal, non, des coups insistants. Alors forcément, elle sursaute. Elle regarde par l'œilleton, personne. Mais son cœur s'emballe, elle ose pas ouvrir. Puis son téléphone vibre encore. Numéro inconnu. Ouvre la porte, je sais que t'es là. Clara panique, elle appelle une copine, lui explique la situation. Sa copine lui dit d'appeler la police. Elle hésite, mais les coups à la porte reprennent. Plus fort cette fois. Elle appelle finalement la police, tremblante. Et la police est tellement longue à arriver qu'à force, elle tremble de moins en moins, étant donné que les coups à la porte se sont arrêtés et que, forcément, la police a mis à peu près 20 minutes à arriver. Elle a parlé avec un officier de police sur le pas de sa porte et il lui a conseillé si elle pouvait d'aller chez quelqu'un. Du coup, elle a passé la nuit chez sa copine. Et le lendemain, elle découvre des messages sur son répondeur. C'est Ryan, bien évidemment, et dans tous ces messages, il lui dit qu'il va porter plainte contre elle. Alors, ne me demandez pas pour quel motif, on n'en sait rien, mais le gars il veut porter plainte contre elle. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur, puisque Clara, elle dit justement à la fin que elle-même, elle devrait porter plainte, mais elle le fait pas. Alors, de quoi il va porter plainte le gars? On n'en sait rien,
C'est comme ça. Un fou qui a pas aimé se faire recaler. Bah, ça arrive, hein, les dates je sais pas. Bref, j'ai pas 3 milliards de trucs à dire sur cette histoire. Hein. Ça va, heureusement, elle a réussi à s'en sortir. C'est tranquillou. Même si, forcément, ça fait pas plaisir de se faire harceler comme ça. On est bien d'accord. Allez, thread suivant. On dit souvent que la nécessité fait loi, mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller quand on a désespérément besoin d'argent? Parfois, on accepte des missions, des jobs qui flirtent avec nos limites, qui nous mettent mal à l'aise, voire même en danger. Et c'est dans ces moments de vulnérabilité que le pire peut arriver. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, eh bien c'est celle d'Ophélie. Elle nous raconte comment une décision dictée par les difficultés l'a conduite tout droit dans un piège angoissant, face à quelqu'un dont les intentions étaient obscures et menaçantes. Accrochez-vous bien pour cette histoire. Surtout que l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une abonnée. Ophélie raconte qu'elle a découvert ma chaîne il y a environ 1 mois et qu'elle adore mon travail. Ça, c'est un grand merci. Alors, il faut savoir que son histoire se passe en Suisse et qu'elle exerce une profession qui là-bas est légale, mais chez nous illégale. Je parle de la France, bien évidemment. L'histoire qu'elle voulait raconter s'est passée il y a 3 ou 4 ans environ, quand elle était encore escorte. Elle a toujours eu une sorte d'instinct de survie qui lui permet de sentir si une situation va mal tourner, avant même d'aller au rendez-vous. Mais bon, faut avouer que c'était une période financièrement compliquée pour elle, donc elle ne pouvait pas se permettre de refuser des rendez-vous. Elle a été contactée via une annonce qu'elle avait mise sur internet par un type qui voulait passer la nuit avec elle en échange d'une grosse somme. La somme c'est 1000 CHF, je viens de regarder, à l'heure actuelle quand je tourne le 2, eh bien ça fait 1046 €. Ce gars-là lui proposait également de lui payer le train aller-retour pour la rejoindre en Suisse allemande. Elle avait une certaine appréhension sans savoir pourquoi, parce que c'était loin de chez elle, et qu'elle n'était jamais allée dans ce coin de la Suisse. Elle s'imaginait que c'était une petite ville car à son avis, il n'y avait pas de gare dans les petits villages. Elle aurait absolument dû se renseigner, ce qu'elle n'a pas fait et elle l'a vite regretté. Au fur et à mesure du trajet en train, son appréhension grandissait. Elle ne savait pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'au fond d'elle, elle sentait que la situation était anormale et que si quelque chose tournait mal, elle n'aurait pas forcément la possibilité de se faire récupérer par le mec qu'elle fréquentait à l'époque. Le train filait dans la campagne et elle s'est vite rendu compte que la ville de Solothurn ressemblait plus à un village isolé qu'à son idée d'une zone urbaine. Comme elle a grandi à la campagne, elle ne s'est pas plus inquiétée que ça et elle s'est dit que bon, ça allait aller. De toute façon, il était beaucoup trop tard pour faire demi-tour à ce stade. Donc, elle devait aller jusqu'au bout. En plus, elle voulait vraiment cet argent et elle en avait vraiment besoin. Elle a contacté le client en descendant du train et elle a trouvé assez bizarre qu'il lui dise de le retrouver sur le parking. Elle s'était imaginé qu'il l'attendrait sur le quai et il lui a dit qu'il était dans une voiture rouge. Alors, elle est sortie de la gare. Le jour commençait à baisser et le parking était presque totalement désert. Elle a remarqué une voiture rouge complètement crasseuse garée dans un coin. Au fond d'elle, elle espérait que ce n'était pas la voiture de son client. Mais elle savait très bien que c'était le cas et ses angoisses ont augmenté. Elle aurait bien aimé repartir et elle pensait qu'elle aurait dû le faire. Mais comme elle n'avait pas de billet de retour ni d'argent pour s'en payer un, elle était obligée de venir le voir. Il est sorti quand elle s'est approchée de la voiture et elle a constaté que la photo qu'elle avait vue sur le site le présentait sous un jour plus que favorable, vu la personne qu'il était réellement. Petit, trapu, le visage rougeau, avec une hygiène plus que douteuse et un regard étrange. Elle s'est aussi rendu compte que même s'ils avaient échangé en anglais, il ne semblait pas connaître plus de 2 mots d'anglais. Et il essayait de lui parler dans un mélange d'anglais et de suisse allemand qu'elle ne comprenait absolument pas. Il lui a fait signe de monter dans la voiture et elle est montée également. Elle était trop naïve et elle s'est rendue compte beaucoup plus tard qu'elle aurait dû lui demander l'argent convenu à ce moment-là. Il a commencé à rouler et à lui parler d'autres filles qui avaient essayé de l'arnaquer, d'une manière très énervée. Il lui a montré des messages sur son téléphone qu'elle ne comprenait pas forcément très bien et elle a compris qu'il était habitué des sites sur lesquels elle avait mis son annonce. Il lui a fait comprendre qu'il n'en était pas resté là avec ses filles, en lui montrant fièrement un tatouage sur son bras qui lui semblait être un symbole un peu néo, mais qu'elle ne connaissait pas. Même si elle ne comprenait pas forcément tout ce qu'il lui disait, son discours lui semblait hostile et menaçant, comme s'il essayait de la prévenir de ne pas faire la maline. La voiture continuait de rouler et il s'enfonçait de plus en plus dans la campagne en passant par des tronçons de forêt de plus en plus denses. Elle s'est vite rendue compte qu'il s'éloignait beaucoup de la gare et qu'elle était complètement perdue. À partir de ce moment-là, il lui était complètement impossible de partir et de retrouver son chemin toute seule,
vu la distance parcourue et le labyrinthe que constituaient les routes enchevêtrées. D'un coup, il a bifurqué au beau milieu d'un champ, situé à côté d'une forêt. Il s'est garé devant une maison rustique qui semblait déserte. Elle était contente qu'il soit enfin arrivé, mais elle trouvait l'endroit effrayant. Une colline surplombait la maison et elle ne pouvait pas voir ce qui était situé derrière. D'autant plus qu'elle était couverte d'un vieux champ de maïs noirci. Il lui a fait signe de descendre, l'air était très humide et la terre était complètement détrempée. Au lieu de l'inviter à entrer dans la maison, il lui a dit de commencer à marcher dans le champ, en direction de la colline. Elle a tout de suite regretté d'avoir choisi une tenue peu pratique car son pantalon style cargo en simili-cuir noir tombait sur ses hanches. Elle était très mince à l'époque et rendait toute marche difficile. Elle n'avait pas pris le temps de mettre une ceinture et elle le regrettait vraiment amèrement à ce moment-là. D'autant plus qu'en marchant dans la boue, elle se demandait de plus en plus où cet homme avait prévenu de l'emmener et ce qu'il allait se passer si elle devait courir pour lui échapper. Elle sentait bien que ce ne serait pas possible et qu'elle allait s'étaler de tout son long. Alors elle a commencé à envisager le pire et à se résoudre au fait qu'il allait peut-être lui faire du mal. En arrivant au sommet de la colline, il a pointé du doigt à l'autre versant, descendant vers la forêt. Un troupeau de quelques vaches dispersées broutait tranquillement et lui a fait comprendre avec fierté que c'était les siennes. Il s'est placé d'un coup derrière elle en lui disant de ne pas bouger et il a commencé à mettre les mains autour de son cou. Pour être vraiment honnête, elle a cru qu'elle allait mourir à ce moment-là et elle n'oubliera jamais cette sensation. Elle se souvient s'être rassurée en se disant qu'on reconnaîtrait certainement son corps grâce au bracelet qu'elle avait au poignet. Un bracelet d'amitié de sa meilleure amie de l'époque. Et ce, même si son cadavre devait attendre longtemps dans cet endroit, loin de tout. Sa surprise fut très grande lorsque l'homme lui fit signe de redescendre vers la voiture. L'espace d'un moment, elle a été soulagée, mais elle a vite compris que toute cette histoire n'allait pas finir de sitôt. Surtout lorsqu'il lui a dit de remonter en voiture. La nuit tombait vraiment lorsqu'ils ont repris la route et ce trajet lui semblant durer une éternité. Il faisait complètement noir lorsqu'il a garé la voiture dans un village désert devant une ferme, encore plus glauque que la maison précédente. Il lui a fait signe de sortir de la voiture et de se diriger vers une porte menant à l'étable qui était située au rez-de-chaussée de la maison. Une ampoule grésillante et solitaire éclairait faiblement les vaches assoupies, alignées dans cet espace serré. Et elle devait passer entre elles pour avancer. Elle aurait vraiment cru être dans le film Shaitan. Comme elle adore les animaux, elle n'a pas pu s'empêcher de passer la main sur le pelage d'une ou deux vaches, couvrant sa peau de poussière et de sueur mêlée. Elle a tout de suite ressenti le besoin de se laver les mains. Ils ont monté un escalier de planches de bois branlant et grinçant, et il lui a fait signe de ne pas parler. À l'étage, il fallait traverser un grand couloir tout aussi rudimentaire, recouvert d'un plancher fatigué. Il l'a fait entrer dans une chambre sans éclairage, vide, à l'exception d'un matelas dégueulasse recouvert de taches. Il lui a fait signe de s'asseoir, mais elle lui a demandé directement si elle pouvait aller aux toilettes. Et il lui a indiqué de mauvaise grâce quelle porte du couloir était celle de la salle de bain. C'était une toute petite pièce avec les toilettes et un lavabo, vraisemblablement peu nettoyé. Elle a constaté avec horreur qu'il n'y avait aucune trace de savon dans cet endroit. Elle a commencé à vraiment se sentir mal à partir de ce moment précis. Elle est retournée dans la chambre avec la sensation désagréable de se sentir sale. Et aussi avec l'impression que ça allait mal tourner. Assise sur le matelas, l'homme voulait qu'il passe directement aux choses sérieuses, mais elle a insisté pour qu'il la paye d'avance. Elle a eu une très bonne intuition de le faire, car il a sorti la moitié de la somme et il a commencé à mentir en prétendant que la banque ne lui avait pas donné la somme entière. Ce genre de justification à la noix. Elle a pris l'argent qu'il lui tendait et a commencé à s'énerver, en lui disant qu'il aurait dû la prévenir avant qu'elle traverse toute la Suisse pour venir. Elle lui a dit qu'elle voulait qu'il la ramène directement à la gare, et il a accepté. Pourtant, elle voyait très bien qu'il commençait à s'énerver. Et lorsqu'ils sont montés dans la voiture, il a commencé à hurler des choses qu'elle ne comprenait pas. Il était tout rouge et elle avait l'impression que les chemins qu'il prenait n'étaient pas les bons. À un moment, alors qu'ils étaient encore en route, elle essayait de prévenir par SMS son compagnon que les choses ne se passaient pas bien. Son téléphone a enfin capté un signal et elle a reçu un appel de ce dernier. Le son était à fond et elle pensait que son client a entendu qu'elle parlait avec un homme. À ce moment-là, son attitude a complètement changé. Elle a eu l'impression qu'il se calmait. Il l'a presque jeté dehors lorsqu'ils sont arrivés à la gare et il est reparti en l'insultant. En se retrouvant seule, elle s'est soudain rendu compte qu'elle venait certainement d'échapper à une situation qui aurait pu avoir une issue catastrophique. Elle a repris le train et elle a bien sûr eu une amende car elle n'avait pas de billet. Et va savoir ce que ce mec louche aurait pu lui faire s'il n'avait pas entendu qu'elle était au téléphone avec un autre homme. Elle a vraiment eu la sensation d'avoir échappé à quelque chose d'horrible.
Elle ne le saura sans doute jamais, mais depuis ce jour, elle sait qu'elle devrait toujours écouter son instinct. Car à chaque fois qu'elle sent que quelque chose n'a pas l'air sûr, il se passe des problèmes. Et c'est comme ça que se termine ce premier thread de cette vidéo. Et je te le dis, encore un grand merci pour cette histoire partagée via mon email, delcorstory@gmail. Voilà, c'est là que se passent les histoires abonnées, si vous voulez m'en partager. Que dire sur cette histoire? Vraiment, elle fait pas plaisir à entendre. Vraiment, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Je veux pas de débat sur nanani, nanana. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous mettez des petits débats en mode vous donnez votre avis sur ce qu'elle fait pour gagner de l'argent, ce sera ban. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de nanani. Mais le gars, lui, il y a une somme convenue. Il y a un service, tu payes ce service. Voilà. Le gars, il est censé payer 1000 CHF, il en donne 500. Et il l'emmène dans des trucs. Enfin, je suis désolé, mais c'est quoi le mec, il a l'air d'être crasseux à mort. Enfin, bref, il a l'air d'être. Il te l'emmène dans des trucs, c'est horrible, j'imagine. Je veux pas imaginer la souffrance qu'elle a dû vivre à ce moment-là. Dans un village isolé, je sais pas où. Oh là là, ça devait être vraiment. Je pense que j'arrive même pas à retransmettre la chose. À mon avis, ça devait être une horreur sans nom. Heureusement pour elle, ce gars n'est pas allé plus loin parce qu'on sait pas ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait juste le service ou il allait faire plus? Parce que le gars, il est étrange. Elle était dans un coin, je pense que personne n'allait la retrouver. Une grange dans un truc là, des vaches et tout machin, tu peux faire disparaître qui tu veux là-dedans. Vraiment, on dirait un film d'horreur le bordel. Encore un grand merci et on passe à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Emilio. Sa famille possède des maisons au Mexique et au Texas. Donc, il alterne très souvent entre les États-Unis et le Mexique. Les semaines normales, il traverse simplement la frontière du Mexique au Texas pour aller à l'école. Puis, il revient au Mexique. Il passe la plupart de son temps au Mexique, donc forcément, il est assez habitué à la présence d'un cartel. Il a l'habitude d'annuler des soirées avec des potes à cause de fusils lié au cartel. Ce genre de truc ne le surprend plus. Mais il n'y a que récemment qu'il a eu une vraie rencontre face à face avec le cartel. Son ex-copine vit au Mexique, dans un quartier fermé du côté le plus riche de la ville. Forcément, il a l'habitude d'aller chez elle quand ils sont encore ensemble. Un soir, ses parents la laissent seule avec son petit frère jusqu'au lendemain. Alors, elle l'invite et ils passent une bonne soirée. Vers 2 h du matin, ils sortent se promener parce qu'ils veulent fumer de l'herbe. Il s'assoit dans les gradins d'un terrain de basket dans son quartier. C'est derrière une très belle maison avec des voitures de luxe garées dehors. Emilio lui demande qu'est-ce qu'ils font. Soit quoi, elle répond Mana, qui est un argot pour cartel. Emilio pense qu'elle plaisante jusqu'à ce qu'elle lui raconte comment l'armée mexicaine a bouclé tout son quartier à cause d'eux en 2014. Là, son sourire s'efface direct, il devient nerveux et inquiet et il lui demande ce qu'il fout derrière une planque de cartel à 2 h du matin en train de fumer de l'herbe étrangère. Tout se passe vite et après 5 minutes, une grosse camionnette blanche se gare devant le terrain. Emilio sait direct que c'est pas bon signe et continue à lui dire que il devrait partir. Elle lui dit de se calmer, que ce sont probablement juste des jeunes qui s'embrassent dans le camion. Bon, c'est vrai que ça lui semble raisonnable. Mais il commence à paniquer après que le camion reste là pendant environ 5 minutes sans éteindre le moteur. Dès qu'il se lève pour partir, le camion démarre. Alors qu'il se dirige vers l'autre rue, l'énorme poids qui s'était enlevé de ses épaules retombe 2 fois plus lourd quand le camion les intercepte au coin même de la rue. Elle court dans une maison qui est encore en construction, elle essaye de le tirer avec elle, mais Emilio ne bouge pas parce qu'un truc que son père qui est flic lui a appris, c'est de ne jamais courir si tu n'as rien à cacher. Elle a de l'herbe, lui non. Alors il reste là un moment jusqu'à ce que la fenêtre côté conducteur s'abaisse et qu'un homme lui fasse signe de s'approcher. C'est ce qu'il fait alors qu'il s'approche. La première chose qu'il voit, c'est que les 2 hommes à l'intérieur sont armés. Et ça lui retourne l'estomac. Le passager a l'air complètement fou, genre vraiment dérangé. Ses pupilles sont énormes, il plane clairement sous quelque chose. D'un autre côté, le chauffeur a l'air d'un type assez normal. Il ose dire qu'il est tellement normal que c'est réconfortant. Il lui demande, bien évidemment, en espagnol, ce qu'ils font. Emilio, il lui disait qu'ils étaient en train de fumer. Le gars lui demande, mais vous fumiez quoi? Et Emilio dit qu'il fumait des cigarettes normales. Il se tourne vers son partenaire et regarde Emilio. Et il y a une longue pause avant qu'Emilio dise, je sais pas qui vous cherchez, mais c'est certainement pas nous, moi je suis même pas d'ici. Le gars lui demande s'il est américain, ce à quoi Emilio hoche la tête. Puis il lui dit de lui montrer. Heureusement, Emilio a toujours son passeport sur lui, puisqu'il traverse si souvent la frontière que il est tout le temps obligé d'avoir son passeport sur lui. Le gars lui pose des questions sur sa copine. Emilio lui dit qu'elle est américaine également, ce qui n'est pas le cas. Et le gars lui dit d'aller la chercher. Et Emilio répond, je préférerais pas. Parce que
Le truc, c'est qu'à ce moment-là, s'il va la chercher et qu'il trouve sur elle de l'herbe qui provient pas du quartier, bah ils vont pas aimer. Bon, heureusement, le gars n'insiste pas. Et après avoir fouillé dans son téléphone, il lui dit qu'il veut plus jamais les voir dehors aussi tard derrière cette maison. La camionnette repart et Emilio cherche un petit peu dans le quartier pour trouver sa copine. Il la trouve derrière un tas de sacs de ciment. Il lui fait signe qu'ils sont partis et il court vers la maison de la jeune fille. Quand ils arrivent dans sa cour avant, Emilio lui demande de lui donner l'herbe pour qu'il puisse s'en débarrasser. Elle lui dit qu'elle l'a cachée sous le plancher de la maison. Alors, il court la chercher parce que s'il la trouve là, il serait vraiment dans la merde. Les 2 minutes qu'il leur faut pour courir vers sa maison sont facilement les moments les plus effrayants de sa vie. Ce qui lui retourne encore l'estomac aujourd'hui, c'est le regard que l'autre type avait sur son visage. Le gars n'a pas dit un seul mot, hein, mais il avait un regard, c'était vraiment quelque chose de fou. Surtout que ce gars ne parlait pas, mais il avait toujours sa main sur le fameux piou-piou. Il était clairement prêt à le dégainer si besoin. Emilio, il avait l'impression que le gars n'attendait qu'une chose, c'est qu'il dise une connerie pour lui exploser la cervelle. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Il y a sûrement eu pas mal de bip, hein, parce que l'histoire, elle veut me mettre dans la sauce. Hein, clairement, sur YouTube, la démonétisation, elle va partir vite avec tous les mots qu'il y a eu. Mais j'essaye de contourner à chaque fois. Clac, clac, clac. Obligé, je suis désolé, hein, c'est un peu chiant. Moi-même, j'aimerais bien dire les mots et tout, mais non, je peux pas. Histoire assez folle, hein, le gars. Je pense que le mec, le second là, qui était côté passager, lui, il était chaud. Il était en mode, frère, j'ai juste envie de vous buter en fait. Mais bon, il est américain, c'est un peu chiant. Heureusement, il avait son passeport avec lui. Hein. Ça l'a bien sauvé, ça, à mon avis, parce que c'est plus chiant de tuer un Américain. Tu tues un Mexicain, bon, ils se disent, bon, la police va pas trop faire grand chose. Là, c'est un Américain. L'Amérique peut mettre un coup de pression. C'est pas la même chose. Bon, histoire très cool. On passe au prochain thread. Alors là, le thread que je vais vous raconter, en tout cas, il y a 3 histoires, mais partagées par la même personne, et c'est une abonnée de la chaîne d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est 3 petites histoires, si je puis dire. Du coup, on commence avec la première petite histoire. C'est Sabrina qui a 19 ans et qui vit encore chez son père. Sa mère est partie sans laisser de nouvelles et son père s'est remis avec une femme en 2010. Au début, tout se passe bien. Cette belle-mère est parfaite, attentionnée, presque trop idéale. Une fois installée à la maison, son comportement change. Elle commence à inventer des mensonges sur Sabrina, à la harceler. Elle fouille sa chambre, vide son armoire, retourne ses affaires. Rentrer chez elle devient une angoisse quotidienne. Un matin, après une nuit agitée, Sabrina se réveille à 6h. Elle file dans la salle de bain pour se laver les cheveux, fume une cigarette magique, puis retourne se coucher. Sa petite sœur quitte la maison vers 8h pour aller au lycée. Vers 9h, une sensation étrange la réveille. La porte de sa chambre s'ouvre lentement. Elle pense immédiatement à sa belle-mère et se prépare à exploser contre elle. Mais quelque chose ne va pas. Son corps refuse de bouger. Ses paupières sont scellées, sa gorge est serrée. Elle essaye de parler, de crier, mais tout ce qui sort est un murmure rauque. Qu'est-ce que tu veux? Et là, une voix lui répond, juste à côté de son oreille. Je veux un contact. Un frisson lui transperce l'échine. Une force invisible l'écrase. Son souffle s'accélère. Elle lutte, tente d'ouvrir les yeux, de hurler. Rien. Elle est piégée. Puis d'un coup, son pied bouge, comme si un verrou venait de sauter. Elle se redresse d'un bond et récite une prière en arabe, 3 fois de suite. Une décharge traverse son corps, comme repoussée par une force invisible. Elle bascule sur le côté gauche de son lit et tout s'arrête. Le silence. Son cœur bat à toute vitesse, mais elle finit par se rendormir, épuisée. Quand elle se réveille, tout semble normal. Sauf que cette voix résonne encore dans son esprit. Je veux un contact. Pour fuir sa belle-mère, Sabrina vit chez sa tante, loin des tensions, et elle se sent un petit peu plus en sécurité. Un après-midi, elle fume une cigarette magique, puis rentre en fin de journée. L'ambiance dans la maison est calme. Elle monte dans la chambre de sa tante, où elle dort temporairement. Juste avant d'éteindre la lumière, son regard se pose sur un grand miroir posé contre le mur. Et là, son cœur rate un battement. Une tête apparaît dans le reflet. Mais c'est pas un visage humain. Il brûle, les flammes le dévorent, et pourtant il reste figé. Il la regarde. Sabrina cligne des yeux. Hallucination? Elle se frotte le visage, détourne le regard une seconde, puis elle regarde à nouveau, toujours en train de brûler. Son estomac se tord. Un vent glacé lui caresse la nuque. Elle se lève précipitamment et quitte la chambre pour aller aux toilettes. Lorsqu'elle revient, elle évite soigneusement de croiser son propre regard dans le miroir. Elle s'allonge, se retourne et tente de dormir. Mais le lendemain matin, le souvenir est intact. Elle en parle à ses copines. Aucune n'a eu d'hallucination. Seulement elle. Depuis ce jour, elle refuse d'avoir un miroir en face de son lit. Troisième histoire, et Sabrina a dépassé les 25 ans et finit dans un FJT, foyer de jeunes travailleurs.
Elle est du genre à dire « Celui qui ose s'attaquer à moi, je joue aux fléchettes avec des couteaux ». Mais cette nuit-là, elle comprend que la peur peut paralyser même les plus déterminés. Un nouveau voisin emménage dans le foyer. Il semble normal, sociable. Un jour, il propose une soirée alcoolisée. Mais Sabrina et son ami Isaac refusent. Plus tard, il lui offre un mini-joint. Elle accepte sans y voir de mal. Puis tout bascule. Un soir, Sabrina reçoit un appel du père de sa copine. Le voisin vient d'abuser d'elle. Elle sent une vague de rage l'envahir. Elle essaye d'appeler son amie, mais elle ne répond pas. Il est minuit. Puis, des coups violents secouent sa porte. Quelqu'un essaye de la défoncer. Sabrina est tétanisée. Son corps refuse de bouger. Elle attrape son téléphone, appelle Isaac. Pas de réponse. Les coups continuent. Fort, urgent. Puis, le silence. Elle reste figée pendant une demi-heure, son cœur battant à toute vitesse. Finalement, elle appelle l'accueil du FJT. Quelqu'un d'autre a signalé les bruits, mais personne ne sait qui est derrière la porte cette nuit-là. Le lendemain, Isaac la rappelle. Elle lui raconte tout. Il répond d'une voix grave. C'était peut-être le voisin du 3. Il est venu me demander le numéro de ta chambre cette nuit. Là, un frisson lui parcourt le dos. Elle signale l'incident au FJT, mais rien n'est fait. Quelques jours plus tard, ça recommence. Cette fois, c'est chez sa copine que quelqu'un frappe violemment à la porte. Sabrina veut ouvrir et en finir, mais le directeur du foyer intervient avant. Il confronte le voisin. « Pourquoi tu tapes à sa chambre ? Je voulais dormir chez elle. » Le mec, aucune gêne, aucune peur. Sabrina fulmine. Elle insulte le voisin derrière la porte. Elle veut en finir avec cette histoire. Mais le foyer ne fait rien. Jusqu'au jour où elle rentre chez elle et le voit là-bas, entouré de policiers. Elle le fixe, il baisse les yeux. Depuis, plus de nouvelles. Mais une chose est sûre, Sabrina dort toujours avec un couteau sous son oreiller. Et c'est comme ça que se terminent les 3 histoires de notre abonné. Encore un grand merci à toi de nous les avoir partagées. Tu veux une histoire qui te hante, une histoire où la réalité dépasse l'horreur? Je vais te raconter comment, l'année dernière, la vie de Colette a basculé à cause d'une famille apparemment banale, mais complètement détraquée. Aujourd'hui, Colette, elle veut nous raconter son expérience horrible et comment elle s'est retrouvée face à des gendarmes. Ça date de l'année dernière et des procédures judiciaires sont en cours. Il y a 4 ans, sa famille et elle déménagent pas très loin, à 15-20 minutes de leur ancien logement. Ils arrivent dans un quartier résidentiel, assez atypique. Déjà, il y a de tout, des croyants de toutes les religions, des athées, des riches, des pauvres, des gays, des hétéros, des couples mariés, des familles, des personnes seules, des personnes blanches, noires, handicapées, jeunes, vieilles. Bref, vous avez compris, normalement, c'est très hétéroclite. Des gens gentils, d'autres méchants, certains avec une hygiène de vie normale, d'autres horribles. On dirait une série d'échantillons de toutes les populations du monde. C'est ce qu'elle nous dit, Moi je reprends juste ces termes au cas où. Colette et sa famille sont plutôt discrets. Ils ont rien à cacher, mais ils évitent les problèmes. Forcément, en vivant dans un quartier résidentiel, ils tissent quelques liens de confiance avec certains voisins. Mais ils sont loin de connaître tout le monde. Par contre, il y a 2 familles avec qui ça passe pas du tout. Une qui tue ses filles mineures, l'autre carrément violente et mal intentionnée. Ils essayent d'écraser les chats, blessent ses frères et sœurs et vont jusqu'à leur proposer des friandises pour les attirer chez eux. Bref, des gros tarés. Mais à force de prévention et d'évitement, ces familles finissent par leur foutre la paix. Et ils pensent être tranquilles. Jusqu'à l'année dernière. Une nouvelle famille débarque dans la résidence. Des gens de banlieue, les parents ont l'air normaux. La mère, c'est littéralement une Barbie sortie tout droit d'un film américain. Que de cheval blonde haute. Toujours en tenue de fitness, 0 ride. Le père, grand, carré, prof de boxe, rien d'alarmant en soi. La boxe est un sport respectable. En gros, il ressemble à Ken et Barbie. Mais le vrai problème, c'est leurs gosses. Colette ne sait même plus combien ils sont. 3 environ peut-être. Leur délire, tirer à l'airsoft. Bon, à la limite, tant que leurs cibles sont inanimées, pourquoi pas. Sauf que non, leur passe-temps, c'est de tirer sur les chats du quartier. Et on parle pas de petits plastiques de fête foraine, Non, ce sont de vrais d'airsoft. Heureusement, la plupart du temps, les chats arrivent à se barrer avant de se faire toucher. Mais même ça, c'est déjà un énorme problème. Un jour, l'un des chats de Colette n'a pas eu cette chance. Il finit avec une blessure tellement profonde qu'il doit se faire opérer. Quand il rentre, il a un trou bien net dans le dos. Comme c'est la saison du jardinage et des commérages, Colette et sa famille vont voir une voisine, avec qui ils s'entendent bien. Sa maison est juste à côté de celle des tarés. Et cette voisine leur raconte ce qu'elle a entendu. « Ah, tu l'as touché, bravo, ouais, tu l'as touché !» Sans perdre de temps, ils appellent la gendarmerie. Les agents arrivent direct. Avec eux, ils vont confronter les ados responsables. 16-17 ans à vue d'œil. Au début, ils nient, puis ils avouent, puis ils nient encore. Bref, un cuit d'huître. Le père, lui, se défend avec un argument
vous allez voir, c'est du pain béni. Le chat n'avait qu'à pas venir sur notre terrain. Sauf que c'est un chat, hein. Ça se balade dehors, ça chasse, ça explore. Ils vivent près des champs et d'une lisière de forêt. Alors forcément, les chats ils profitent de l'espace. Les gendarmes confisquent l'arme et la semaine suivante, la mère de Colette, les ados et leurs parents sont convoqués. L'affaire passe en justice. Et bien sûr, ces abrutis n'ont toujours pas payé la facture vétérinaire depuis l'été dernier. Au final, y a pas de morale, juste la preuve qu'on peut croiser des gens horribles et dangereux à n'importe quel moment de notre vie. C'est ce qu'elle nous dit. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux dire oh, tiens, je vais tirer sur un chat, c'est trop marrant, let's go, clic clac clic, on a bien rigolé. Je vois pas le délire, franchement, je peux comprendre que l'humain est violent des fois, parfois. Il y a des motifs qui peuvent expliquer un peu ça, tu vois, la vengeance, des choses comme ça, etc. Bref, je justifie pas tout, voilà, mais on peut comprendre que dans un excès de rage, des fois, et tu t'en veux, etc. Le mec qui t'a frappé, il t'a bousculé, toi-même tu es de la légitime défense, tu vois ce que je veux dire. Mais là, aucun motif. Le chat il a fait quoi? Il est passé sur ton jardin. Ouais, super, moi j'ai un chat qui passe sur mon jardin, je sais très bien ce que je veux faire. Eh viens là, viens. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas un gros pouce bleu, merci, ça me fera très plaisir. Et si vous n'étiez pas abonné et que vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à vous abonner. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.